merci. Merci d'être venu par ce temps absolument inhabituel quand même. Et donc on va parler des travaux de Grothendieck, du jeune Grothendieck. Alors jeune Grothendieck, alors j'ai trouvé une photo du jeune Grothendieck, mais c'est vraiment peut-être vous ne voyez pas très bien, je trouvais ça bien sûr sur le web. Ça doit correspondre à l'époque plus ou moins de sa thèse. Alors il fait sa thèse, vous savez qu'on a beaucoup raconté l'histoire, il vient voir Dieudonné et Schwartz, je crois que c'est Henri Cartan qui l'envoie à Nancy les voir. Dieudonné lui pose des problèmes dans un papier de Dieudonné et Schwartz récent, et bon, il part, on ne sait pas, quelques semaines, quelques mois, il revient, il a résolu tous les problèmes, et de ce jour, il est pris très au sérieux par Dieudonné et Schwartz, qui était au sommet à ce moment-là de l'establishment, enfin... En tout cas, dans la trajectoire, ils allaient être au sommet avec Bourbaki très rapidement. On est là, sans doute, à la fin des années 40, début des années 50. Et il fait sa thèse avec Laurent Schwartz, qui est aussi mon patron de thèse. Mais il faut dire que bon, c'était la thèse avec Laurent Schwartz dans les années de Grothendieck. C'était clairement, ça n'a pas beaucoup changé dans mes années, qui étaient 20 ans après. C'était pas les patrons qui vous donnaient des sujets. Hein. En gros, l'idée, c'était l'idée de Schwartz. Il disait très vite, oui, tu vas démontrer des théorèmes et puis tu viens me les rapporter. Je te dis s'ils sont bons, s'ils sont mauvais. Hein, c'est ça l'idée. Et il tutoyait. C'était l'un de ces trucs très forts de Schwartz. Tutoyer dès qu'on était tout jeune. Et donc, Grothendieck fait sa thèse sur les produits tensoriels d'espaces vectoriels topologiques. Et je ne sais pas si vraiment Schwartz lui a dit d'étudier ça, mais il y a quand même un lien très fort qui est que Schwartz a démontré, lui, en 50, un théorème des noyaux sur les produits tensoriels d'espaces de distribution, où il rencontrait vraiment des problèmes pour comprendre bien comment manipuler les produits tensoriels. Donc là, il y a une filiation en tout cas très claire. Et Grothendieck a écrit sa thèse donc dans la foulée, qui est un très gros volume des mémoires de l'AMS, qu'on appelait le livre rouge, nous, pendant très longtemps, parce qu'il y avait une couverture rouge, mais je ne suis pas sûr qu'elle est toujours rouge. Et bien sûr, ça, c'est une somme qui a eu une énorme importance. Mais il faut dire qu'elle arrivait quand même à la fin d'une période de vogue de cette analyse fonctionnelle des espaces localement convexes, même éventuellement non localement convexes, espaces vectoriels topologiques, toutes ces choses-là qui étaient portées par la théorie des distributions. La mode, c'était, si vous voulez, il y avait créé une vague, et ça a développé ce domaine, l'espace vectoriel topologique, qui a donc eu une vogue. Mais à vrai dire, la vogue, quand même, s'est arrêtée assez vite. Alors, Grothendieck l'a un peu tué parce que sa thèse a été considérée comme fantastique, mais aussi très difficile à lire, très dure à avaler, donc à digérer. Et puis, je crois que aussi le domaine des espaces localement convexes, etc., est un peu passé de mode autour de la période après Grothendieck. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il y avait des groupes de gens qui continuaient. Mais enfin, moi, quand je me suis lancé dans l'analyse fonctionnelle, c'était très très mal vu de faire des espaces localement convexes et tout ça, qui était le sujet de Grothendieck, si vous voulez. Je dis ça parce que c'est assez ironique. Donc, moi, je démarre la recherche en 72. Lui, il arrête ce domaine-là vers 50-52, donc 20 ans plus tard, en tout cas, le domaine est très mal vu. Je ne sais pas, il y a des copains ici qui se souviennent, qui pourraient attester de ça. Alors, la particularité de l'article dont on va parler, le résumé de la théorie... Alors, le résumé de la théorie métrique des produits tensoriels topologiques, la particularité, c'est que là, c'est donc un très long article que Grothendieck écrit au Brésil. Il passe, je crois, 3 ans au Brésil, autour des années 50. Et il écrit cet article là-bas. La surprise est que, d'une certaine façon, il laisse tomber
les localement convexes, etc. Et il se concentre sur les espaces de Banach, qui étaient, alors, c'était le contraire de la mode, parce que la mode, c'était les localement convexes, les espaces de distribution, les duos de Fréchet, et toutes ces subtilités avec des difficultés et tout ça. Et lui dit, non, mais écoutez, si on veut comprendre ces trucs-là bien, comme il l'avait montré et développé dans sa thèse, en fait, il faut revenir aux espaces de Banach, et les opérateurs entre espaces de Banach, en fait, c'est la clé de toute la mécanique des espaces localement convexes. Alors ça a dû aussi un peu prendre à rebrousse-poil la communauté de l'analyse fonctionnelle de cette époque. Mais c'était comme ça. Alors l'article est vraiment longtemps ignoré, c'est quelque chose de très très étrange rétrospectivement, mais il y a des explications. Alors, vous voyez, l'explication, bon, je l'ai là, j'ai la photocopie. Par exemple, moi, j'ai mis des années à réussir à trouver une photocopie dans une bibliothèque. Donc, l'article était introuvable. Bon, moi, vous voyez, j'ai débuté la recherche en 72, les jeunes ne savent plus, mais il fallait avoir une photocopieuse, il fallait trouver l'objet lui-même. C'était pas facile, hein, trouver un article, c'était pas une chose évidente. Donc, il était pour moi introuvable. J'ai trouvé à Russe, au Danemark, j'étais fou de joie. Bon, et alors, il était introuvable. En plus, il était paru en fait en 56 dans un volume daté de 53, paru en 56, parce qu'au Brésil, il y avait des problèmes d'imprimerie à l'époque. Et c'est assez loufoque. Grothendieck a casé dans ce volume daté de 53 un article qui est aussi très très bien et très important, qui suit celui-là, qui suit le résumé, et qui, lui, est marqué « reçu en 54 ». Et le volume paraît en 53. Donc ça fait des choses un peu bizarres. Le volume, donc, cette revue brésilienne, elle a changé de nom, elle n'existe plus, mais enfin, elle a été continuée par une autre. Et les Brésiliens, je signale à ceux que ça intéresse, en fait, ont publié une revue qui s'appelle Resenhas et qui réimprime les grands textes des mathématiciens qui venaient au Brésil à cette époque. Il y avait plein de grands mathématiciens qui venaient faire des conférences au Brésil. Schwartz y était allé, Grothendieck, etc. Et à chaque fois, il laissait des textes formidables qui sont un peu comme ça, perdus dans ces revues-là, dans ces volumes-là. Alors pourquoi ignorer? Donc ça, j'ai dit quelques raisons pratiques qui sont qui sont peut-être pas très sérieuses. Alors l'autre raison plus sérieuse, il faut aussi se reporter à l'époque, donc on est dans les années 50, c'était en français. C'est un texte de 80 pages plus 20 pages suivi d'un autre article de 20 pages, 90 pages en français. Donc déjà, ça refroidit un petit peu. Si le texte est introuvable et en français, vous avez un peu limitation de la diffusion. Alors, néanmoins, bon, il y a un exposé de Cartier à Bourbaki en 1961 qui est entièrement consacré à cet article-là. Donc, il ne voulait pas à la thèse, mais à cet article. Il avait donc vu que cet article était quelque chose de spécial. Bon, mais c'était aussi en français, c'était le séminaire Bourbaki. Ça n'a pas, en tout cas, été suivi de beaucoup d'effets dans la communauté analyse fonctionnelle, disons, pour simplifier. Alors ça a pris quelques années, mais après, à partir de 67-68, il y a un mathématicien est-allemand qui s'appelle Albrecht Pitsch, qui a vraiment développé les idées de Grothendieck en prenant, je peux expliquer plus tard, un point de vue dual. C'est-à-dire que lui, Pitsch, Grothendieck, c'était les produits tensoriels. Hein, c'est clair que c'est les produits tensoriels, c'est ça qui l'a intéressé depuis le début. Il développait les choses à partir des produits tensoriels. Et les duos des produits tensoriels, c'est des espaces d'opérateurs. Et donc Pitsch, lui, a pris le point de vue qu'il a développé la théorie pour les espaces d'opérateurs, les duos. Il les a vus comme des idéaux d'opérateurs, un peu plus conformes aux idées peut-être qu'avait développé Châtaine avant Grothendieck. Enfin bon. Et puis alors par la suite, donc Lindenstrauss-Pelchinski, il y a un grand article de 68 dans Studia Math qui a vraiment débloqué la situation parce que, bon, je ne sais pas s'ils se sont fait aider, enfin ils ont vraiment lu l'article, ils l'ont décortiqué et ils ont extrait un peu les best-of de l'article. Et là, alors toute la communauté qui s'intéressait au Banach s'est mise vraiment à très sérieusement s'intéresser à tout ce qui était dans cet article. D'autant plus qu'ils ont remarqué qu'il y avait plusieurs problèmes ouverts qui avaient été posés après la parution de l'article et qui étaient résolus dans l'article, donc rétroactivement, si vous voulez. Bon, donc vraiment quelque chose d'inhabituel quand même.
Alors ensuite, Moret, donc il y a Kvapienne, je dirais par la suite, qui a fait certaines choses, des compléments très importants aux travaux de Grothendieck. Et puis Moret, à partir de 1974, lui a développé une théorie LP. Je vais expliquer que Grothendieck, c'était beaucoup L1, L infini et L2. Et Moret a systématiquement développé la théorie LP. Bon, et en particulier, après, à la suite de Moret, moi je travaillais avec Moret, c'est vraiment grâce à lui que je m'y suis intéressé. Et j'ai beaucoup bénéficié de ses travaux. Et bon, moi j'ai continué sur cette lancée. Et pour donner une idée, quand Moret a fait sa thèse, donc thèse avec Schwartz aussi, en 1974, l'une des choses qui avait beaucoup plu, par exemple, à Lindenstrauss-Pelchinski, enfin disons à la communauté pour simplifier, c'est que Moret avait la première nouvelle démonstration du théorème de Grothendieck. Dans cet article, vous allez voir, il y a un théorème central que Grothendieck lui-même décrit comme le théorème fondamental. Donc ce n'est pas une manipulation, c'est vraiment lui qui le décrit comme ça. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi le théorème joue ce rôle central. Et donc en fait, Lindenstrauss-Pelchinski, dans leur article, ils ont expliqué la preuve de Grothendieck, mais c'était quand même la preuve de Grothendieck. Et là, vraiment, Moret l'a fait d'une façon différente. Moi, j'ai beaucoup utilisé cette branche différente. C'était très fructueux. Alors, pour vous faire un petit peu peur, mais évidemment on ne vous voit pas très bien, il y a une page, je vais y revenir plusieurs fois dans le résumé, où il fait un petit diagramme. C'est assez rigolo quand on se dit que très probablement il tapait lui-même. Donc vous voyez ce texte publié par la revue brésilienne, en fait c'est Grothendieck qui a tapé à la machine, et c'est photo reproduit. Donc, je l'imagine le soir très tard en train de faire ces petites boîtes avec une machine. Enfin, c'est ahurissant, mais. Ou alors, il y avait une très très bonne secrétaire. Bon, j'ai pas eu de témoin brésilien pour dire ça. Il commençait à être un peu mort. Mais donc, on en reparlera parce que. Quand Grothendieck fait un truc comme ça, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez, donc là, il y a un centre, il y a des symétries, il y a des flèches, tout ça, ça a un sens. Évidemment, c'est expliqué dans l'article, à condition de lire, c'est expliqué. Mais a priori, on voit ça, on se dit oui. Alors, un autre des apports vraiment importants pour ce qui a suivi sur les espaces de Banach, c'est que donc d'abord, il a vraiment mis en avant les espaces de Banach au lieu des espaces localement convexes. Mais autre point qui était sûrement à l'époque assez controversé, assez mal reçu, et maintenant on ne comprend plus parce que la mode s'est complètement inversée maintenant, mais il a mis en avant le cas finidimensionnel, en disant, bon, ce qui compte, c'est de regarder ce qui se passe avec des espaces de Banach de dimension finie, donc ils sont automatiquement complets, dans des espaces normés de dimension finie, mais je dis toujours Banach, pour simplifier, espaces normés de dimension finie, et faire des estimations uniformes en fonction de la dimension. Et si on sait faire ce genre de choses, on a énormément d'informations en faisant tendre la dimension vers l'infini sur le comportement asymptotique des phénomènes. Donc à l'époque, c'était pas dans l'air ces choses-là. Maintenant, il y a eu les expanseurs. Maintenant, on fait de l'informatique, on fait des graphes finis grands, on fait sans arrêt. C'est une idée complètement banale. Mais elle ne l'était pas à l'époque. Et lui, c'était clair, il poussait ça, il sentait que c'était une bonne direction, et à tel point que, par exemple, le théorème de Dvoretsky, qui a été démontré en 1961, et qui est le couronnement, enfin la perle de la théorie qu'on appelle la géométrie des espaces de Banach, enfin, qui après a été raffinée sous des tas de formes. Et le théorème lui-même, il le conjecture explicitement sous une forme, voilà, je l'ai écrit là, il dit tout espace, il définit ce qu'il appelle type linéaire inférieur à f, et ça, c'est par la suite, James a réintroduit la même chose, mais en appelant ça différemment. C'est clair que James, il n'avait pas lu Grothendieck, ça c'est absolument certain. Quand on a rencontré James, on en est absolument sûr. Et donc, il appelait ça finiment représentable. Et ça veut dire, cette propriété de Grothendieck, type linéaire inférieur à f, ça veut dire la chose suivante. Tous ces espaces de dimension finie, et 1 plus epsilon isométrique, tout sous-espace de dimension finie de E, est 1 plus epsilon isométrique à un certain sous-espace de F. Donc se plonge
mais seulement les sous-espaces de dimension finie de celui-là se plongent 1 plus epsilon isométriquement dans F. Voilà. Donc vraiment, une propriété il a vu l'importance en tout cas de ça, et c'est ensuite, alors ça maintenant par la suite on a utilisé ça dans tous les sens, et il y a même un nom pour ça, c'est ce qui s'appelle toute cette théorie asymptotique, ce qu'on appelle théorie locale des espaces de Banach, où le local, ça ne correspond pas au terme géométrique, mais c'est qu'on regarde en fait, si vous voulez, la famille des sous-espaces de dimension finie, c'est ça qu'on pense comme local, au lieu de globalement tout l'espace E entier. Alors voilà, il l'appelle théorème fondamental de la théorie métrique des produits tensoriels topologiques. C'est lui qui le présente comme ça, et il dit c'est ça le théorème principal de cet article. Alors, vous voyez, il dit produit tensoriel topologique parce que ça c'est le titre de sa thèse, hein, donc il labellise encore les choses comme ça. Et le fait que c'est des Banach apparaît dans métrique. Donc il ne dit pas espace de Banach, mais la théorie métrique des produits tensoriels topologiques, ça veut dire qu'en fait, il y a une norme. Il y a une norme, distance, donc il y a une norme. Bon, alors, après, on a appelé ça théorème de Grothendieck ou inégalité de Grothendieck. Et comme ça va intervenir tout le temps dans ce que je raconte, hein, je vais abréger par TG, le théorème de Grothendieck. Alors, qu'est-ce que c'est le théorème de Grothendieck? Si on veut le dire d'une façon courte, je pense qu'une façon très simple de le dire, est de dire que c'est une relation qui est vraiment surprenante et non triviale, qui n'est pas quelque chose de formel qui se déduit de la dualité et de, si vous voulez, d'opérations à peu près canoniques. C'est quelque chose de non trivial qui est en plus, qu'il y a un élément, vous allez voir, il y a un élément non linéaire dedans, donc c'est assez bizarre. Et c'est une relation entre l'espace de Hilbert, donc le meilleur des espaces de Banach, et les deux espaces fondamentaux, L infini et L1. Donc c'est le triplet L infini, L1 et L2 qui est la clé. Bon, alors là, il faut que je me facilite la vie, donc je vous demande d'accepter que quand je dis L infini, en fait, je pense à toute une classe d'espaces qui ressemble en gros à L infini. Alors c'est un peu abusif, mais donc pour moi, je mets dedans grand L infini, vous voyez, sur l'intervalle de Lebesgue, mais aussi petit L infini, c'est-à-dire l'espace de Banach des suites bornées, ou bien je mets même, là j'abuse, mais je mets l'espace des fonctions continues sur un ensemble. Et donc, parce qu'en fait, comme je raisonne dans ma tête, ce qui compte, c'est les espaces de dimension finie et l'asymptotique des espaces de dimension finie, quand vous avez un ensemble S qui est fini, que la fonction soit continue ou pas, ce qui compte, c'est le sup, okay, c'est sa norme. Et donc, c'est bien quelque chose comme L infini. Donc pour moi, L infini, ici, c'est la famille de tous les espaces L infini ou C de S. Alors pourquoi ils sont fondamentaux? Ils sont fondamentaux, et ça c'est bien clair que, alors c'est vraiment très bien évidemment poussé dans Grothendieck. Vous savez que Grothendieck aimait bien tout ce qui était langage des catégories, toutes les choses très structurées et tout ça, donc il le détache très très bien dans le texte, hein. Donc L infini, j'aime bien l'appeler injectivement universel parce que tout espace de Banach se plonge dans N infini, hein. Si l'espace est séparable, très facile de voir qu'il va se plonger dans petit L infini, indexé par la boule du dual, ou un sous-ensemble dense de la boule du dual, ou faible étoile dense, enfin bon, donc c'est des choses très classiques. Et puis sinon, si vous prenez L infini sur un ensemble, puisque j'ai dit qu'L infini pour moi c'était toute la classe, prenez L infini sur un ensemble assez gros, c'est clair que vous allez pouvoir écrire n'importe quel espace comme un sous-espace. C'est une conséquence du fait que la norme, c'est Anne Banach, la norme dans un espace normé ou de Banach, c'est toujours le sup sur les formes linéaires dans la boule unité du dual. Okay, donc la norme, c'est toujours un sup. Mais la norme d'un sup, c'est la norme L infini. Donc votre espace est plongé dans L infini dès que vous écrivez que la norme est égale au sup de quelque chose. Plongé, hein, c'est un sous-espace évidemment de l'infini. Toute fonction bornée n'est pas dans l'espace, mais vous le plongez isométriquement dans l'espace. Alors donc, pour ça que L infini est universel, pour L1, les espaces de Banach sont en fait isométriques à un quotient
de petit L1, donc s'ils sont séparables, c'est un quotient de petit L1, et puis si c'est un espace de Banach général, alors vous allez faire un L1, un gros espace L1 sur un gros cardinal ou sur un gros espace mesuré, et vous pourrez toujours réaliser votre espace comme un quotient. Voilà, donc ils sont universels, mais il y a plus, et ça c'est que ce plus va disparaître dans le cas des C étoiles algèbres qui arrivera dans 1 heure si tout va bien, mais dans les espaces de Banach, en plus, non seulement L infini est universel, mais en plus, il est injectif. Et L1, lui, est projectif. Donc ça, vous savez bien sûr ce que je veux dire par là, hein, bien entendu, et ça, c'est clair aussi que c'était important pour Grothendieck. Donc il cite par exemple l'article de Narbin, qui est classique, qui dit que L infini est injectif. Donc L infini est injectif, ça c'est que pour tout application linéaire bornée à valeur L infini, vous pouvez toujours étendre. Hein, c'est comme dans le théorème de Hahn-Banach, simplement vous êtes à valeur un espace maintenant. Il existe U tilde de même norme. Alors ça c'est donc L infini est injectif. Et puis alors j'ai envie de dire en parallèle que L1 est projectif. Il y a là une petite difficulté. Donc la difficulté, ça va être que si je regarde L1 à valeur dans le quotient F sur E, j'ai pris E sous-espace là, fermé avec la norme induite, hein, et que je regarde un U ici de rang fini, et que je me donne un epsilon positif, donc c'est moins joli, je peux trouver un relèvement de l'application de la surjection canonique. Donc il existe un relèvement tel que, bon, hein, c'est un relèvement, le diagramme OK, tel que le diagramme commute. Et oui, epsilon. Voilà, donc ça c'est très important. Bon, si vous n'avez pas la tête, si vous êtes déjà dans tous ces trucs-là, donc je vous ennuie, mais si vous n'êtes pas spécialement dans le sujet, alors c'est vraiment bien de partir de ça pour suivre ce qui va se passer. Donc, maintenant, trois normes fondamentales vont apparaître, normes tensorielles, donc ça c'est vraiment le sujet de Grothendieck, on introduit des normes sur les produits tensoriels d'espaces vectoriels, bon ici d'espaces de Banach. Donc norme projective, norme injective, et puis la norme H qui est associée à l'espace de Hilbert. En norme projective, c'est la plus connue, donc sans doute la plupart d'entre vous l'ont déjà vu parce que c'est très naturel et ça apparaît aussi dans la définition des opérateurs à traces quand on est dans le cas vraiment hilbertien, où tous les espaces sont hilbertiens. Mais c'est quelque chose qui a un sens pour des couples d'espaces de Banach. Donc, x, y, deux espaces de Banach. Toujours, je prendrai la notation x tenseur y, c'est le produit tensoriel algébrique. Hein, donc, c'est x tenseur y, toujours, ça veut dire que le rang est fini. Hein, pour un élément de x tenseur y, c'est un tenseur de rang fini, ou bien un opérateur associé de rang fini. Bon, là, on est dans les tenseurs, donc je l'écris comme ça. La norme projective est écrite comme l'inf de cette expression-là. C'est bien classique. Hein, et donc, bien entendu, c'est fini, etc. Là, c'est complètement trivial de voir que c'est une norme, donc il n'y a pas de problème. Et l'interprétation, qui est importante et jolie, si vous voulez, parce qu'elle est un peu plus géométrique que cette définition analytique, c'est que la boule unité, bon, telle que je l'ai pris, on peut dire d'autres choses, mais là, je prends la boule unité ouverte, donc la boule unité ouverte est l'enveloppe convexe de l'intersection de la boule unité ouverte avec les tenseurs de rang 1. Hein, parce que vous voyez que si cette norme est strictement plus petite que 1, ça veut dire que je vais pouvoir trouver une représentation avec ceci strictement plus petit que 1. Donc maintenant, je normalise, si je normalise les xj, yj, hein, le produit tensoriel c'est bilinéaire, donc ça va faire sortir ce coefficient-là devant xj tenseur yj. Peut-être ici, donc on va avoir norme de xj, norme de yj, xj, norme de xj,
tenseur YJ, la somme, cette somme-là, représente toujours le même objet T. OK, et maintenant, ça veut dire que, vous voyez, je l'écris comme enveloppe convexe de tenseur de rang 1. C'est un truc évident ce que j'ai écrit, mais c'est important de garder en tête que je vais sans doute pas l'oublier, je ne vais pas le faire à chaque fois, qu'il y a sans arrêt des arguments d'homogénéité élémentaire qui jouent un rôle. Là, vous voyez, j'ai normalisé en divisant par la norme, j'ai remis le coefficient devant. Bon, c'est l'argument d'homogénéité habituel. Sans doute, je vais oublier de le dire, je vais le faire sans y penser. Alors, la deuxième norme, c'est la norme injective. Alors, elle, très très simple, il n'y a pas de problème. Celle-là, bon, il lui a donné un nom, mais il n'y a pas de doute qu'il n'a rien inventé. La norme injective, c'est la norme induite par la norme d'opérateur. Alors, simplement, bien sûr, quand on a un tenseur dans X, tenseur Y, alors on lui associe une application linéaire, mais du dual de X dans Y. C'est la chose habituelle. Et là, bien sûr, alors Grothendieck, lui, fait très attention à ces choses-là, mais ça, on le fait à gauche, mais alors on peut le faire à droite, etc. Et donc, il réfléchit à toutes les symétries de ce genre. Mais bon, il se trouve que ça n'a vraiment pas d'importance là, donc je laisse tomber. Hein. Je pourrais dire que je vais de Y étoile dans X, et tout serait pareil. La norme, de toute façon, est la même. Donc, c'est aussi la norme de l'application bilinéaire sur X étoile croix Y étoile. Mais on va le dire à nouveau d'une façon différente dans un instant. Donc bien sûr c'est une norme, voilà, c'est ça la norme injective. Et alors lui, oui, il introduit cette notation-là, mais vous allez voir dans le tableau, je crois qu'il dit, oui, il introduit cette notation, puis il parle de norme usuelle, et pour la norme projective, de norme intégrale. Mais je ne vais pas trop pousser ça. Alors la norme H, donc très importante, ça, c'est peut-être moins connu, parce que là, il faut pratiquer un peu les espaces de Banach pour avoir rencontré ça, extrêmement naturel néanmoins, c'est la norme de factorisation par un Hilbert. Donc je peux vous dire en mots ce que c'est, et vous, après, vous pouvez écrire immédiatement, vous écrirez la formule vous-même. Et en mots, c'est juste qu'on regarde la norme de factorisation de l'opérateur à travers un Hilbert. Mais comment ça se fait que la factorisation n'est pas écrite? Ah oui, bon, donc ça doit être écrit dans l'écran suivant. J'ai dû changer ça. Donc vous regardez, on va peut-être faire, voilà. Vous regardez l'opérateur associé T tilde, on l'a écrit tout à l'heure, il va de X étoile dans Y, et on regarde toutes les factorisations possibles à travers le merveilleux espace de Hilbert, qui est bien sûr bien meilleur que X et Y. Et puis, la norme de factorisation, eh bien, c'est tout simplement l'inf des produits des deux normes. Vous voyez, je l'ai écrit pour X étoile, mais en fait, on va prendre cette définition pour n'importe quel espace Z à la place de X étoile. Hein, ça me permet d'abréger, donc je vous demande de l'accepter. Et donc, là, je la note gamma 2, si vous voulez, parce que, à la limite, je n'ai même pas besoin de savoir que le T tilde est de rang fini. Je peux calculer cette expression-là. Ça sera l'infini s'il n'y a pas de factorisation. Bon, et sinon, ça définit une norme. Alors, vous vous demandez pourquoi c'est une norme. Vous avez raison, c'est pas, contrairement aux autres cas, ce n'est pas purement trivial. Mais c'est facile quand même. C'est un jeu sur l'homogénéité. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Mais c'est normal que vous ne voyez pas immédiatement pourquoi c'est une norme si vous n'y avez jamais réfléchi. Parce que bon, voilà. Mais c'est genre a posteriori évident, je crois que peut-être la chose à dire. Alors, qu'est-ce qu'on avait avant? On avait celle-là, vous voyez, simplement, c'était l'écriture tensorielle. Donc c'est juste... J'ai essayé, en fait, de rester un petit peu fidèle à quelque chose. Il y a quelque chose dans le style de Grothendieck, quand on lit le papier, où on est pris par le souci d'élégance, mais je crois que dans toute son œuvre, et je crois dans la géométrie algébrique aussi, il y a un souci d'élégance esthétique, quoi, même si les théorèmes sont difficiles. Et en tout cas, la structure, l'harmonie de la structure, il veut. Alors donc voilà, donc ça, ce serait bien sûr, puisque c'est un tenseur, il doit y avoir une écriture
tensorielle de cette norme, c'est celle-là. Voilà, c'est écriture explicite, mais c'est la norme de factorisation par un Hilbert. Alors c'est là où c'est un peu ralent que ça coupe en bas, parce que moi, c'est pas coupé en bas sur mon écran. Et alors ça vous dit que, mais on va tout de suite amplifier, que la norme H, elle est en sandwich entre les deux, entre la norme, bien sûr, la norme d'opérateur, ça c'est ce qu'il y a de plus petit, et puis la norme projective. Par l'inégalité triangulaire, on voit bien que ça, c'est la plus grande. Et justement, donc, j'ai amplifié ça ici. Alors, il a introduit un terme de norme raisonnable. Les gens n'ont pas bien adopté sa terminologie, et ils ont tort, parce que ça, c'était pas mal, ça. Après, les gens ont dit cross-norm, etc. Bon, on utilisait d'autres terminologies. Bon, lui, il disait raisonnable, et c'est un peu les hypothèses minimales qu'il faut pour que les choses se comportent assez bien. Hein, donc, la première, c'est vraiment le bon sens, c'est que les opérateurs de rang 1 soient comme ceci, dominés par juste, comme vous voyez, norme de x, norme de y. Et puis, vous imposez la même chose sur le dual. Ça, c'est la norme raisonnable. Alors bon, après, bon, pas en dire trop. Donc, alors ça, dans ce langage-là, c'est particulièrement sympathique parce qu'on s'aperçoit que la norme projective est la plus grande des normes comme ça, et la norme injective est la plus petite des normes comme ça. Et bien sûr, en plus, on a une bonne propriété de dualité de l'une dans l'autre. Donc le dual de la norme projective, c'est la norme injective, sous la forme... Alors bien sûr, la difficulté, je ne vais pas trop rentrer dans ce genre de choses, mais si x et y sont... Dans mon esprit, je raisonne beaucoup souvent dans le cas où x et y sont de dimension finie, et on contrôle toujours toutes les constantes. Mais quand x et y sont de dimension infinie, je prends le produit tensoriel algébrique, donc des objets de rang fini, mais le dual, lui, va être formé de formes linéaires bornées sur le produit tensoriel, et ce ne sera pas des choses de rang fini. Hein, donc là, par exemple, vous voyez cet exemple, le dual du produit projectif. Alors, la convention, c'est que quand le chapeau est au-dessus, ça, c'est la complétion du produit tensoriel algébrique équipé de la norme qui est indiquée. Okay, et bon, s'il n'est pas au-dessus, alors je regarde simplement l'espace normé, mais enfin bon, c'est classique comme ça, comme notation. Donc le dual de l'espace complété, c'est d'ailleurs le même que le dual de l'espace avant complétion, hein, puisque c'est clair, et c'est tout simplement l'espace des formes bilinéaires bornées à valeur dans, hein, toujours on est en parallèle réel ou complexe, ça va avoir une importance à un moment donné, forme bilinéaire de x croix y dans t, mais forme bilinéaire de x croix y dans t, c'est aussi les opérateurs bornés de x dans y étoile. Donc si x et y sont de dimension finie, ça vous dit que le dual de projectif, c'est injectif. Et le dual d'injectif, c'est projectif. Elles sont en dualité, mais modulo, c'est ce que je viens d'essayer de vaguement signaler. Alors, la dualité, c'est vraiment là, il innove. Je ne crois pas que dans Châtaine, on trouve un tel développement, une telle étude, enfin je suis sûr, des normes duales dans le cadre de normes sur les produits tensoriels d'espace de Banach. Châtaine était vraiment concentré sur le produit tensoriel d'espace de Hilbert. Alors c'est, bon, les définitions, comme toujours, donc très élégantes, très simples. On regarde le produit tensoriel x tenseur y, son dual... ça va être, enfin on regarde en tout cas, oui, son dual, bon c'est un espace vectoriel, mais en tout cas il y a une dualité évidente entre le produit tensoriel algébrique des duos x étoile, y étoile et x tenseur y, il y a une dualité évidente qui est utilisée dans cette formule sur alpha étoile, et donc on peut définir la norme duale sur le produit tensoriel des duos. C'est ça qu'il dit, c'est comme ça qu'il pratique. Et en particulier, donc on a déjà vu que l'injectif soit dual, c'est projectif, projectif son dual, c'est injectif, mais
Ah, c'est une virgule, je ne comprenais pas ce que j'avais écrit. Donc dans le cas de alpha, la norme H, eh ben, on va avoir autre chose. Les espaces de Hilbert sont self-duo, mais pas ici. Donc ici, le dual de la norme H, c'est une norme H', on la note H', c'est la norme duale de la norme H. Et on va en parler. L'une des choses très jolies de Grothendieck, c'est qu'il a identifié cette norme duale. Alors voilà, on revient au diagramme. Alors maintenant, je peux expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors, il y a une symétrie par dualité à partir de ce point-là, avec le centre qui est l'astérisque. Donc, si vous avez un carré qui est symétrique par rapport à ce point-là, vous avez deux normes en dualité. Après, les flèches disent que c'est l'inégalité. Donc, la norme qui est ici est plus grande que celle-là. Vous voyez, la norme en haut, c'est... bon, il l'appelle intégrale, hein, mais ça, c'est le symbole de la norme projective. En dessous, c'est le symbole de la norme injective, que j'appelle injective, qui est la norme usuelle. Ce qu'on a vu, c'est la norme usuelle. Et alors après, il y a tout un tas de combinaisons. Et donc, par exemple, ceci, c'est la norme H'. Et ceci, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, ça, c'est la norme, pardon, c'est la norme H, en fait. Et ça, c'est la norme, donc ça doit être la norme duale. Hein, donc ça, c'est la norme H', en haut, ici. Après, toutes les autres sont comme ça. Il y a 14 boîtes, 14, il a identifié 14 normes tensorielles. Alors bon, il a dû renoncer à justifier le fait que ce soit canonique, mais enfin bon, c'est les 14 normes fondamentales. Il a éliminé les redites, si vous voulez, et c'est celles qui, à partir de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, s'imposent naturellement avec l'opération de plus. Donc on a défini la dualité, on a vu qu'il y avait des espaces universels injectifs, universels projectifs, etc. Alors, ça induit, si vous voulez, naturellement, ça amène une nouvelle opération sur les normes tensorielles. Alors ça, c'est sa notation. Et ça, alors, c'est triste à dire, mais franchement, ça n'a pas pris. Ça, personne n'utilise ça. Et donc, à chaque fois que je parle sur le sujet, je dois repartir en me disant, mon Dieu, qu'est-ce que c'était déjà? La barre à gauche, la barre en bas, là, bon, parce que c'est... Bon, personne, on ne le pratique pas, quoi. Mais néanmoins, c'est assez joli. Alors, donc, vous partez d'une norme tensorielle alpha, et puis vous pouvez lui associer 1, 2, 4 ou 5 normes, en fait. Vous faites, oui, c'est ça, parce que vous faites des deux côtés. Donc, je crois 5 normes, en lui mettant à gauche soit le... Alors, je ne sais jamais, j'ai eu du mal en tech en plus, si c'est backslash ou si c'est l'inverse. Mais enfin bon, soit ça, soit l'inverse, là, celle-là. J'ai fini par trouver comment faire ça en tech. Parce que backslash en tech, ça ne marche pas. Ça fait... Bon, passons. Et donc, voilà. Donc, il y a toutes ces traits. Alors, c'est simplement que c'est associé à l'existence des espaces universels. Et c'est très important pour comprendre le sujet, c'est que quand vous prenez un... Ah oui, mais là, c'est coupé. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? T est dans X tenseur Y. Okay, T est dans X tenseur Y, c'est ce qui est caché là-haut. Et puis, j'ai un plongement J1 de X dans un espace L infini. Ils sont universels, donc je sais que ça existe. J'ai un plongement J2 de Y dans L infini. Et alors, la norme alpha, ce sur quoi je n'ai pas insisté, c'est que ce qui intéresse Grothendieck dans l'histoire, c'est les normes alpha qui vont être définies pour tout couple d'espaces de Banach. Okay, donc, d'ailleurs, ça n'a pas une telle importance ici, mais tout de même. Donc, il regarde la norme alpha pour J1 tenseur identité de Y de T, qui est la norme alpha associée au couple L infini Y. Okay, sur L infini tenseur Y, il a une norme alpha. Mais maintenant, T, lui, est dans un sous-espace, et un sous-espace, il est dans X tenseur Y. Et donc, on peut induire cette norme, mais qui est la norme de L infini, la norme alpha de L infini tenseur Y, on l'induit sur X tenseur Y. Or, depuis le début, je n'ai jamais dit que ces normes, elles étaient forcées de s'induire l'une sur l'autre. Et
la chose qu'il a vue, c'est que non, elles ne s'induisent pas. Donc en fait, cette opération produit sur x tenseur y une nouvelle norme qui est héritée de la norme sur L infini tenseur y, mais qui est différente. Il y a aussi éventuellement une norme naturelle alpha sur x tenseur y, mais elle peut n'avoir rien à voir. On va voir des exemples de ça tout de suite. Alors après, bon, vous voyez, la barre est à gauche parce que j'ai choisi de le faire sur le premier facteur. Tout ce qui est à droite, c'est sur le deuxième facteur. Et après, il y a injectif et projectif. Donc après, la barre dans l'autre sens, alors ça, c'est la barre dans l'autre sens. Alors au lieu d'utiliser l'universalité de l'infini, injectivité, l'universalité de l'infini, on utilise le fait que tout le monde est quotient de L1, et on regarde la norme pour T, la plus petite alpha norme d'un relèvement de T sur L1 tenseur Y. Voilà, c'était à gauche, donc ça va être ici. Pour cette définition-là, T chapeau est dans L1 tenseur Y. Voilà, donc même chose, cette définition-là donne une norme associée à alpha, la norme alpha sur L1 tenseur Y, en fait, nous donne une nouvelle norme sur X tenseur Y qui n'a peut-être et probablement rien à voir, en général, avec la norme alpha sur X tenseur Y. Il faut donc lui donner un autre nom, d'où ces petites barres à gauche, à droite, et tout ça. Alors, bien sûr, l'intérêt, enfin la justification de ces définitions, c'est que ça ne dépend pas du plongement. Là, ça ne dépend pas, les normes étant nos bonnes normes tensorielles, quel que soit le plongement isométrique J1, J2 que vous faites, vous allez trouver le même résultat, ça va induire la même chose. Et ici, pareil, en quotient, vous obtenez la même chose. Donc c'est bien, effectivement, une opération qui a une certaine norme tensorielle raisonnable, associe une autre norme tensorielle raisonnable. Je n'ai pas précisé les axiomes qu'il faut pour ça, mais l'idée doit être claire là, hein, c'est une définition, il faut juste saisir l'idée derrière cette définition et c'est bon. Alors, moi je crois, comme il aimait bien les petits diagrammes et les choses comme ça, que sans doute, pour le théorème fondamental, ce qui devait lui plaire, la façon dont il a organisé le papier, je crois qu'on devine ça quand même, c'est cette formulation-là. C'est la formulation où vous prenez la norme projective, vous voyez, c'est ce qui est écrit là, j'essaye de dégager la norme projective, et puis vous lui mettez la barre à gauche, la barre à droite, et ça, c'est ça qu'il a décidé. Hein. Ça veut dire que vous plongez dans L infini, vous plongez dans L infini à gauche et à droite, et vous demandez qu'une fois que vous avez plongé dans L infini à gauche et à droite, ça devient projectif, puisque vous voyez, c'est le chapeau de projectivité. Et alors, c'est ça le théorème fondamental, ça, c'est vrai si et seulement si votre truc original, il est hilbertien. Et donc c'est là où il y a cette jolie propriété qui relie l'espace L infini, la norme projective c'est vraiment quelque chose de L1, c'est clair, et à l'espace de Hilbert. Alors bon, c'est clair que ça lui a beaucoup plu, et alors la chose qui était curieuse, et qui elle aussi a expliqué que l'article a toujours apparu quand même aussi étrange, c'est que par ailleurs, toute l'analyse fonctionnelle de l'époque, la géométrie des espaces, en tout cas la partie géométrie des espaces de l'analyse fonctionnelle, se faisait beaucoup dans un cadre isométrique. Et ici, il tombe sur un théorème fondamental avec une constante qui n'est pas 1, et qu'il trouve égale à... lui qui trouve majoré pour lui par sinus, ça a été amélioré après, on va en parler, sinus hyperbolique pi sur 2, donc j'ai oublié ce que c'est 2, quelque chose comme plus petit que 2,5, mais il sait qu'il a ici une constante qui n'est pas 1 et une équivalence de normes qui est vraiment fondamentale. C'est pas quelque chose de si, vous voyez, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose d'assez rare. Quand vous avez des objets aussi fondamentaux, en général, bon, Dieu fait une constante 1. Bah, je sais que c'est idiot ce que je dis là, mais bon, j'essaie de faire passer l'idée qu'il y a quand même une surprise là. Alors donc, voilà, je le dis là un petit peu différemment. Si vous prenez l'espace L infini qui contient X, l'espace L infini qui contient Y, vous pouvez choisir l'espace L infini, ça n'a pas d'importance. Prenez la norme projective et puis vous regardez la norme
induite sur le produit tensoriel, eh ben c'est la norme H. C'est-à-dire que ici, la norme H, et le complété pour la norme H, va se plonger isomorphiquement, parce que ce n'est pas isométrique, il y a cette constante K, va se plonger isomorphiquement dans le produit projectif. Alors on va voir les très nombreuses reformulations de ça. Mais il faudrait sans doute que j'aille un peu plus vite. Enfin, autant profiter là de ce qui est là. Donc le début, c'est un peu la répétition de la même chose. Vous voyez, la norme produit tensoriel projectif induit le produit tensoriel H sur X tenseur Y. Mais petite variante qui peut faire comprendre aussi l'intérêt. Maintenant, je peux dire que cette norme-là, vous voyez, c'est une variante, je vais expliquer pourquoi. Alors, c'est presque la même chose que ce que j'ai écrit là, puisque c'est l'inf de la norme projective sur des extensions de x et de y. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que je prenais comme extension L infini, okay, et pas n'importe quoi. Mais là, je prends l'inf sur toutes les extensions possibles. Oui, mais tout espace se plonge dans L infini, et L infini est injectif. Donc, si j'ai une extension avec un x1 et que j'utilise le diagramme, si je chasse les flèches dans le diagramme de l'injectivité, je vais montrer que ça marche aussi et que ici, le résultat est le même. Donc, en fait, si je prends x1 et y1 égale L infini, je vais réaliser cette borne inférieure. Si j'ai un plongement isométrique dans L infini, je vais réaliser cette borne inférieure. Et c'est à ce moment-là, c'est ça la norme qui correspond à ce symbole et qui est équivalente à la norme hilbertienne. Voilà, donc c'est la première, donc ça c'est une formulation claire du théorème de Grothendieck. Je tourne un peu autour là, si vous voulez. Maintenant, une formulation claire. Maintenant, je me place d'emblée sur L infini, tenseur L infini, parce que je reviens juste une seconde sur ce qui se passait avant. Je vous ai dit donc que quand je remplace x et y par des espaces L infini, alors je trouve la norme induite, la norme H. Mais donc, si mes x et y sont déjà des espaces L infini, j'ai rien à faire, puisqu'ils sont déjà L infini, ça veut dire que sur L infini, le théorème, bien sûr, est obligé de dire, et c'est la même chose, le théorème dit simplement que sur L infini, alors la norme H est automatiquement équivalente à la norme projective. Alors, vous vous souvenez que la norme projective, c'est la plus grande. Donc l'inégalité dans l'autre sens est évidente. La norme H est plus petite que la norme projective. Et donc ce qui compte, bien sûr, c'est l'inégalité qui est écrite ici, numéro 4. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, c'est resté. Ça, c'est le hasard de la tech et de mes... Bon, je n'ai pas fait très attention, mais tant mieux. Ça me permet de... Parce que je n'ai pas de perche, de la désigner. Donc cette norme 4 exprime en fait l'équivalence. Je dis que ça exprime l'équivalence des normes, puisque la norme projective, de toute façon, est plus grande que toutes les autres. Hein, plus grande que donc la norme H. Alors maintenant, on a vu la dualité. Et donc on sait que la norme H a une norme duale H', et la norme projective, une norme qui est la norme injective. Donc automatiquement, bien sûr, le même théorème, c'est par dualité, c'est la même chose, hein, ce n'est pas un deuxième théorème, le même théorème, maintenant on va être sur L1 tenseur L1, hein, bien sûr, on a une dualité entre L1 et L infini, etc. J'ai déjà dit que je ne vais pas rentrer dedans, vous pouvez raisonner sur des espaces finidimensionnels, à ce moment-là, tout colle parfaitement. Et donc, c'est une autre formulation, c'est la formulation duale du théorème de Grothendieck. Maintenant, sur L1 tenseur L1, la norme usuelle domine la norme H'. Alors évidemment, ça demande quand même de comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est la norme H', et ça a des chances d'être intéressant si on comprend ce que c'est que la norme H'. Donc bien sûr, Grothendieck a fait ça, il a étudié la norme H', on va voir ça dans un instant, mais juste pendant qu'on y est, donc maintenant, la meilleure constante dans le théorème de Grothendieck, donc c'est ce qu'on appelle la constante de Grothendieck, c'est noté Kg, et en fait, on est obligé de distinguer le cas réel et le cas complexe, parce que
les deux, on ne sait pas, on ne sait ni l'une ni l'autre, mais j'ai démontré, c'était l'un de mes résultats très heureux dans ma jeunesse, par une estimation qu'en tout cas, j'avais un encadrement qui montrait qu'elles étaient différentes. Donc la constante complexe est strictement plus petite que la constante réelle, et toutes les deux sont strictement plus grands que 1. Je reviendrai sur les valeurs, mais pour le réel, donc, on a une borne supérieure qui est toujours essentiellement ce qu'on sait de mieux, bien qu'on sache que, en fait, ça n'est pas la bonne constante. Ça, c'est tout récent, c'est un résultat de Braverman, Nahor et les deux Makarichev. Donc, la majoration de Krivine de 79 n'est plus le record. Mais néanmoins, ce n'est pas très loin, puisque bon, la constante réelle est plus grande, par exemple, que 1,66. C'était Krivine a des estimations de bornes inférieures, que d'ailleurs il n'a pas publiées, mais bon, d'autres ont publié. Donc on sait qu'on n'est pas très loin, peut-être. Alors, oui, là, c'est embêtant que ça aussi, ça ne soit pas là. Il y a écrit sur cette première ligne qui disparaît, norme H' et multiplicateur de Schur. Donc ça, c'est un truc très joli qui est déjà dans le papier de Grothendieck. Et alors là, vraiment, c'est très triste parce que ça a été redécouvert 3 fois par 3 auteurs. Et j'ai beaucoup de mal, à chaque fois j'interviens en disant « mais c'est dans Grothendieck, vous ne citez pas Grothendieck, etc. » Et c'est assez difficile. Bon, il y a plusieurs auteurs, je pourrais les citer, mais donc en particulier, le résultat était circulé pendant un moment, enfin dans un certain cadre, comme dû à Hagerup, qui est un type absolument merveilleux, qui malheureusement est mort récemment, qui est vraiment l'une des étoiles de la théorie des C-étoiles algèbres, qui a des résultats absolument merveilleux, et qui est un grand ami. Et donc, je lui ai fait le même coup quand je l'ai entendu dire ce théorème. Je lui ai dit, tu sais, ce théorème-là, il est dans Grothendieck. Oh, il m'a dit, ah bon, oh, je suis désolé. Et 6 mois, 1 an après, je l'ai revu, il m'a dit, mais tu sais, montre-moi où est-ce que c'est, je ne le trouve pas. Donc même, si vous voulez, quelqu'un top niveau à qui on dit c'est dedans, ne le trouve pas. Ça explique des choses sur ce papier. Vous voyez. Et alors j'ai eu du mal, mais oui, je lui ai montré, là, ça veut dire ça. Donc bien sûr, c'est sous une forme, c'est vraiment sous une forme où on comprend qu'il avait compris cette chose-là. Voilà. Il y a un petit chouïa, je vais dire quel est le petit chouïa. Il y a un petit chouïa qu'il n'avait pas. Alors les multiplicateurs de Schur. Alors là, voilà, ceci, là, j'écris la norme H'. Donc la norme H', voilà, il faudrait quand même que je me décide à accélérer. La norme H', vous voyez, j'ai essayé de l'écrire sous une forme où ça ressemble un peu à la norme projective. Donc je me suis placé sur des duos, mais je n'ai pas besoin. Je pourrais me placer aussi sur X tenseur Y et formellement définir la même chose. Bon, mais enfin, passons. Et donc, vous voyez, c'est l'inf de cette expression-là. Et pour l'utilisation qu'on va faire un peu plus tard, c'est pas mal de noter que, bon, on pourrait faire l'opération de type normalisation que je vous ai indiquée ici. Si vous faites cette opération de type normalisation ici, vous faites apparaître là une probabilité discrète, okay, partout où ça, aussi dans la ligne du haut. Vous normalisez X', J, vous faites apparaître une probabilité discrète si vous divisez aussi par ce terme-là, et à ce moment-là, vous avez juste à prendre l'inf sur le facteur de normalisation, le scalaire qui normalise, et ça vous donne une écriture comme ceci, avec des probabilités lambda et mu discrètes sur la boule unité de X étoile et Y étoile. Oui. Donc ça, c'est une autre formulation, c'est la même chose, mais c'est une autre façon d'écrire la norme de T dans H'. Et le dernier point, et ça je passe dessus, c'est qu'en réalité, le fait que ça soit des probabilités à support fini n'a pas d'importance si maintenant on écrit la même définition avec des probabilités générales, avec bien sûr une bonne théorie de la mesure raisonnable, Bochner, disons, pour donner un sens précis, alors c'est la même chose, ça nous donne
la même norme H'. Je vous disais donc que c'était intéressant de déterminer qu'est-ce que c'est cette norme H'. C'est une norme intéressante, c'est une nouvelle norme, donc ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, qu'on a déjà sous la main comme ça. Et voilà la définition. Donc ce qui intervient, c'est une matrice AIJ, dont on va contrôler la norme comme matrice. Mn, c'est la norme dans l'espace des matrices n croix n, usuelle comme opérateur agissant sur l'espace euclidien, que j'appelle L2n. Bon, je n'ai pas dit L infini n, L2n et L1n. Vous avez deviné que c'était L infini L1 en dimension n. Donc AI, la norme Mn, c'est donc la norme des opérateurs bornés sur ce que j'appelle L2n. Vous pourriez dire Cn euclidien ou Rn plutôt euclidien. Alors, c'est bien de le voir en rapport avec cette formule-là. Ça, c'est une formule qui est évidente, mais qui demande de faire le petit jeu d'homogénéité. Parce que la norme projective, je vous ai dit au début que c'était l'inf de la somme de norme de xj par norme de yj. Mais là, il faut faire un petit jeu dans sa tête de Cauchy-Schwarz, etc., pour voir que donc, la somme de norme de xj, norme de yj, bon, ça va être plus petit que ça. Donc bien sûr, il y a un sens qui est évident, mais aussi dans l'autre sens en fait, parce que bon, voilà, donc là il faut le faire une fois, c'est la même chose. Et sous cette forme-là, on voit bien le rapport intéressant avec la norme H'. Alors je ne peux pas expliquer, mais Grothendieck, là, il avait un embarras parce qu'il se ramenait constamment à des comparaisons de normes en passant à des matrices définies positives, et il avait une difficulté, et cette difficulté, vraiment, on la voit apparaître dans le papier. Bon, il est évidemment une totale honnêteté, donc c'est dit très clairement. Et il écrit ce corollaire avec la constante 2, parce qu'il n'y arrive pas. Mais bien sûr, il le remarque et il dit « mais c'est bizarre, j'ai une constante 2, et bon, ce serait bien possible qu'elle n'ait pas besoin d'être là, cette constante 2. » Mais enfin, il lui donne quand même un nom, Rho, je crois. Et effectivement, ça s'est révélé une chose très 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 simple. Quand les gens, Pitch, Kvapienne, ont développé la théorie, l'une des premières choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont regardé par un point de vue différent où cette constante 2 disparaît. Vous voyez, c'est un 2 qui apparaît, pour vous donner une idée, quand on fait... vous voyez, si on décide qu'on ramène tout à du défini positif, alors on a des matrices sans arrêt, on veut qu'elles soient self-adjointes, donc on prend partie réelle, partie imaginaire, etc. Et dans les inégalités triangulaires, souvent, bon, on se retrouve avec un coefficient 2 en trop. Bon, c'est ce genre de choses ici. Donc c'était vraiment dans sa méthode. Mais néanmoins, tous les énoncés qualitatifs, il les avait. Et donc en particulier, donc ce théorème, c'est pour ça que je mets plus Kvapienne, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment ça, il a ça modulo un facteur 2. Il a l'équivalence avec une constante 2 dans ce qu'il écrit, quand on regarde bien ce qu'il écrit. Là, j'ai répété le même théorème parce que je voulais vous écrire un peu plus. Donc, en fait, on a un peu plus dans le cas particulier qui est très important pour le théorème de Grothendieck de L1. Donc, si x et y sont L1n, alors il y a un truc de convexité, si vous voulez, les probabilité sur la boule de ce qui apparaît ici, c'est le dual sur... bon, je vais m'embrouiller, mais un truc très simple de convexité qui fait que, là, en fait, on peut écrire l'inf, si vous voulez, est atteint sur une décomposition plus simple qui est celle-ci. Donc on a, si notre T est écrit comme ceci sur L1n tenseur L1n, eh bien, on regarde la matrice de T et on la factorise avec d'abord un opérateur diagonal. J'ai essayé d'écrire plus clairement, j'ai eu la flemme en tech d'écrire la matrice. Donc ça, c'est la matrice diagonale de coefficient lambda i, ça, c'est la matrice diagonale de coefficient mu j, et entre les deux, il y a la matrice AIJ. Et donc la norme H', c'est l'inf du produit des trois normes de ces matrices, mais pour la matrice diagonale, c'est la norme L2A. Attendez, diagonale, oui, c'est ça. Oui, je m'embrouillais avec une autre écriture.
Alors, ça a une conséquence très jolie au sujet des multiplicateurs de Schur. Donc, les multiplicateurs de Schur, c'est un sujet très important parce que c'est très utile en analyse harmonique quand on regarde les transformations sur les espaces LP de groupes, de toutes sortes de groupes, et qu'on regarde des développements dans des systèmes orthonormés, on s'intéresse aux transformations qui préservent, enfin qui sont diagonales sur des systèmes orthonormés généraux, et ces multiplicateurs de Schur apparaissent immédiatement. Je signale pour les gens qui connaissent que le multiplicateur de Schur, c'est autre chose. Ça, c'est les multiplicateurs de Schur. Dans la cohomologie, il y a un multiplicateur de Schur qui n'est pas celui-là. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de lien. Alors, ce qu'on appelle multiplicateur de Schur, c'est simplement les transformations de l'espace des matrices dans lui-même. Alors, vous pourriez prendre une matrice infinie, c'est évident, la généralisation est évidente. Simplement, vous envoyez une matrice AIJ dans la matrice où vous multipliez coefficient par coefficient votre multiplicateur qui est donné, qui est FIJ. Donc ça, c'est le SF, c'est le multiplicateur de Schur, S pour Schur, associé à la matrice FIJ. Okay, on dit aussi que ça, c'est le résultat qui est là. Le résultat qui est là, si ça apparaît, si je fais ça, non? Oui, le résultat qui est là, c'est le produit de Schur de la matrice de F et de la matrice de A. Et aux États-Unis, ils disent toujours, oui, c'est le produit des matrices des mauvais étudiants. C'est bon. Alors, ce qui est joli, et c'est ce théorème qui est, je dis, essentiellement dû à Grothendieck à cause de cet ennui qu'il a un facteur 2, donc je ne peux pas dire qu'il l'avait vraiment, mais j'ai très envie. Et alors, la norme, vous voyez, il caractérise, une fois qu'on a résolu ce facteur 2, on a une caractérisation isométrique des multiplicateurs de Schur qui est vraiment très jolie, qui est un truc très joli, très bon à savoir, je vous assure, ça peut très bien vous servir, c'est un très joli truc. On regarde un multiplicateur de Schur sur Mn, et bien sa norme comme multiplicateur de Schur, de Mn dans Mn, c'est exactement la même chose que l'inf de, je ne l'ai pas écrit, enfin dire qu'on est dans la boule unité, c'est la même chose que de dire que la matrice a une représentation spéciale, la représentation sous la forme produit scalaire xi, produit scalaire yj, avec xi et yj dans la boule unité du Hilbert. Et ça, quand on regarde la définition de la norme H, eh bien, c'est un exercice, mais évidemment, c'est difficile de vous demander de le voir immédiatement parce que c'est des choses qu'il faut pratiquer, mais c'est très simple. C'est la même chose que la norme H dans L infini, tenseur L infini. Donc cette écriture-là, l'écriture qui est en 2, c'est la même chose que la norme L infini, tenseur L infini. Alors vous avez sans doute, les choses sont écrites là, hein, je crois, normalement, c'était... Voilà, donc la norme, comme ça, ça restera un petit peu, c'est pas mal que ça reste un peu plus. Bon, j'ai tort, mais je crois que j'avais une démonstration, bon, tant pis, je vais le faire. Puis, donc, vous voyez, l'équivalence de 2 et de 3, en fait, c'est la définition. 2 implique 1, ça résulte de ce qui est écrit ici, que vous avez probablement déjà lu, donc je passe. Et puis, la démonstration du fait que ça marche, vous pouvez la faire très simplement si vous avez fait le travail avant sur la norme H'. C'est comme ça que faisait Grothendieck. Donc, si vous avez déterminé la norme H', c'est plus ou moins comme ça que tout le monde a fait après. Tous les gens qui ont retrouvé ce résultat ont fait la même chose. Écrit différemment, mais ça revient au même. Donc, comment vous voyez, ce qu'il s'agit de démontrer, la direction non triviale, c'est que si vous avez un multiplicateur de Schur, il est obligatoirement de cette forme spéciale. Hein, c'est ça qui est joli. Donc, il faut démontrer que ça domine la norme H. Démontrer que ça domine la norme H par dualité, c'est la même chose que de dire que le sup sur la boule de la norme H' est contrôlé. Donc, vous regardez la boule H', et la boule H', eh bien, elle est contrôlée par cette expression-là. C'est ce qu'on vient de dire. La boule H', c'est la même chose qu'une écriture, qu'il existe une écriture comme ça. Donc maintenant, je réécris F contre T, enfin, en dualité avec T, ça me donne cette expression-là, et je fais simplement l'opération que le AIJ, je le groupe avec le FIJ.
Donc à ce moment-là, le AIJ, FIJ devient, je regarde ça comme une matrice, mon produit de Schur de A et de F. Et puis, eh ben, je vais avoir que c'est plus petit que la norme de cette matrice fois ces termes-là qui disparaissent, qui vont disparaître, puisque ici, la norme de S de F, puisque ça c'est majoré par la norme de F de S, fois la norme de la matrice A, par définition de la norme de S de F. Donc voilà, donc ça donne ceci, et ça donne donc ce théorème, qui est un théorème très joli, et comment dire, c'est un théorème très joli et très important, mais qui est beaucoup plus simple que le théorème fondamental. C'est quelque chose qui dans le résumé, quelquefois les choses plus simples ont plus d'influence et sont peut-être plus apparaissent encore plus souvent. C'est un truc simple, hein, il n'y a pas de doute. Alors là, j'ai fait une récapitulation, mais vous l'avez maintenant au tableau, c'était ce que je voulais faire, et on va donc pouvoir, là, je vais passer très vite. Hein, vous avez toutes les normes déjà au tableau, c'est la même chose, simplement j'ai découvert en tech qu'on pouvait mettre des flèches vecteurs, là je ne pratique pas beaucoup depuis le lycée, des flèches sur les X et les Y, mais là c'était utile parce que, vous voyez, c'est utile de bien distinguer le cas où vous prenez des sups scalaires et le cas où vous prenez des sups vectoriels. On va arriver plus tard à des points où c'est justement tout à fait crucial. Alors le théorème de Grothendieck, donc je vous rappelle, écrit sur L infini, en dimension arbitraire, puisque ça va contrôler tous les espaces L infini, puisque là, on a une constante indépendante de n. Donc le théorème s'écrit comme ceci. Alors là, c'est pour utilisation ultérieure, mais c'est très dangereux parce que comme le temps passe, ces choses-là, on prépare des choses qu'on ne fait jamais. Mais donc, je prépare un tout petit truc, là, je vous propose juste de regarder un exemple très simple. Voilà la matrice 1, 1, 1, moins 1. Alors, vous calculez la norme L1, n est égal à 2, hein, bien sûr, comme vous devinez. N est égal à 2, et la norme L1n, tenseur L1n, si je ne me suis pas trompé, est égale à 2. Et en revanche, la norme L1n, tenseur L1n H' est égale à 2 racine de 2. Donc là, avec ça, vous montrez dans le cas réel, ça ne marcherait pas dans le cas complexe, mais cet exemple, mais en réel, vous montrez que la constante est plus grande que racine de 2. Constante de Grothendieck plus grande que racine de 2, puisque c'est le rapport de ces deux normes. Bon, alors, voilà quelque chose de plus, une autre formulation sur laquelle sans doute il serait bon que je ne m'étende pas. C'est une autre façon d'écrire les choses. Vous voyez, au lieu de ces formulations discrètes, une fois de plus, je peux écrire une intégrale, les intégrales se discrétisent, etc. Donc, en fait, si on veut, on peut écrire ça comme ce qui est écrit là. J'écris maintenant l'enveloppe convexe. La chose qui change, c'est que j'ai écrit l'enveloppe convexe des matrices de rang 1. J'ai écrit cette enveloppe convexe sous la forme du barycentre d'une probabilité. Mais vous reconnaissez toujours xi de oméga, yj de oméga, qui correspond à une matrice de rang 1. Une matrice de rang 1 avec des coefficients bornés par 1. Hein, donc on est dans L infini projectif L infini. Okay. Et donc, voilà, c'est l'autre formulation. On trouve que si on a la norme H contrôle modulo la constante Kg le fait d'exprimer une matrice sous cette forme. Alors, il y a une formulation de plus, mais là, il y a une alerte, un virage dangereux au sens de Bourbaki qu'il faut remarquer, c'est que c'est très naturel dans toutes ces problème de représentation, comme celui qui est écrit là-haut, là, de se dire « Ah ben oui, mais là, on va simplifier les choses. On a la formule de polarisation qui nous dit que quand on a des choses bilinéaires, etc., on peut se ramener à des choses définies positives et tout ça. » Donc, on aurait envie de dire « Bon, mais maintenant, regardons AIJ symétrique, par exemple, okay, symétrique, et alors ça va simplifier. On va certainement pouvoir écrire XJ, okay, avec la même chose. » Et
une des bizarreries est que, en fait, non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, bien sûr, il suffit de démontrer le théorème dans le cas xi égale yi. Ça, c'est sûr, parce que c'est la polarisation. Mais vous démontrerez, même avec xi égale yi, vous ne trouverez pas trouverez pas les mêmes vecteurs qui démontrent le truc. Donc, vous partez de quelque chose de symétrique, mais vous représentez d'une façon non symétrique, et ce n'est pas possible de le faire de façon symétrique. C'est une bizarrerie du théorème. Là, est-ce que j'ai raison là, de faire ça? Bon, peut-être quand même en le faisant vite, parce que c'est la preuve que j'ai dans les 2 heures, et quand même c'est la preuve du théorème, donc je vais faire ça et j'essaierai après d'accélérer. Donc, il est possible vraiment, maintenant qu'on comprend très très bien ce mécanisme de dire la preuve de Krivine, en fait, d'une façon qui est très parallèle, c'est embarrassant de dire ça, mais c'est une fois qu'on a vraiment bien dégagé les choses, c'est très parallèle à la preuve de Grothendieck, avec la différence que Krivine remarque quelque chose que Grothendieck ne dit pas, mais évidemment il le savait aussi, il remarque que, oups, j'ai tort de faire ça, que la norme sur L infini, projectif L infini, qui est l'une des 2 normes qui intervient dans l'inégalité fondamentale, cette norme, c'est une norme d'algèbre de Banach pour le produit ponctuel. OK ? C'est pas une chose naturelle, puisque l'algèbre de Banach, quand on a des matrices, on a envie de faire des produits d'opérateurs. Mais là, je fais le produit de Schur. Si je fais le produit de Schur de 2, je fais le produit de Schur de 2 FIJ qui sont dans cette boule unité, je vais trouver quelque chose qui est encore dans la boule unité. Et c'est évident sur ce qui est écrit là, parce que si c'est les multiplicateurs de Schur, ben c'est la composée des 2 multiplicateurs de Schur. OK ? Le composé de 2 multiplicateurs de Schur, c'est le multiplicateur de Schur par le produit de Schur des 2 multiplicateurs. Donc c'est évident. Alors en fait, si vous pratiquez la théorie des représentations, vous voyez immédiatement que ça marche aussi de toute façon avec cette définition-là. Si vous prenez le produit ponctuel de 2 choses comme ça, eh bien il suffit, vous avez un xi, yj et puis un x'I, y'J. Il suffit de regarder xi tenseur x'I, yj tenseur y'J, le produit tensoriel des Hilbert, et puis ça va coller. Donc en tout cas, on a cette propriété. Alors, la démonstration de Krivine, elle est basée, comme Grothendieck, sur la même formule qui est dans Grothendieck. Je crois qu'il y a des gens qui ont cherché et qui disent qu'on trouve ça à la fin du XIXe siècle dans certains termes, dans certains textes sur la mesure gaussienne. Mais c'est la formule qui est là. C'est une formule très jolie, très simple, mais en même temps tout à fait facile à croire, si vous voulez, mais pas si simple que ça. Vous prenez xy dans euclidien, donc dans l'espace euclidien. Donc ici, je décris les choses pour Rn. Et puis, je regarde des variables aléatoires GJ qui sont des gaussiennes standards, de telle façon que... Il n'y a pas un bâton quand même? Non, nulle part. C'est malheureux, hein. Cette école, pas très bien équipée. J'aurais dû venir avec un long parapluie. Oui, un long parapluie. Je peux dire un parapluie? Oui. C'est-à-dire peut-être sans les... il faudrait qu'il soit fermé. Merci, oui. Voilà. Donc vous avez G, grand G de X, si j'explique autant que j'ai une chance de comprendre. Hein. Donc grand G de X, vous voyez, c'est une combinaison linéaire. Les XJ sont les coefficients d'un vecteur dans l'espace euclidien, disons, dans Rn. Et puis ça, c'est une combinaison linéaire de variables gaussiennes indépendantes standards. Donc la propriété des variables gaussiennes, c'est que chacune de ces variables-là, si x est normalisée dans la boule, pour la norme euclidienne, c'est une gaussienne standard aussi. Les combinaisons linéaires de gaussiennes indépendantes sont encore gaussiennes, c'est la propriété fondamentale des espaces gaussiens. Et donc quand vous regardez le produit scalaire de ces 2 objets, ça vous donne isométriquement le produit scalaire entre maintenant les vecteurs x et y euclidiens, simplement à cause de l'orthonormalité des gaussiennes. Donc ça c'est très très bien, mais pourquoi c'est pas le théorème? Pourquoi c'est pas le théorème de Grothendieck? C'est là le point, c'est pas le théorème de Grothendieck parce que les gaussiennes, comme vous savez, eh ben, elles sont pas bornées. Les gaussiennes, ça n'est pas dans L infini. Et nous, on veut représenter notre
notre objet dans L infini. Alors on passe au signe de ces gaussiennes, puisqu'on veut des choses de modules, si vous regardez, hein, on veut des choses de modules inférieurs ou égal à 1. Donc le signe de la gaussienne, là ça marche, c'est à valeur plus ou moins 1. Mais si je fais directement la moyenne du signe de g de x contre le signe de g de y, ça ne marche pas. Je ne trouve pas ce que je veux. Je ne trouve pas un multiple de xy. Et alors c'est là où il y a ce truc bizarre, non linéaire. Ce qui est vrai, c'est ce qui est écrit là. C'est-à-dire, si je fais le produit scalaire dans grand L2 de l'espace de probabilité gaussien du signe de g de x et du signe de g de y, c'est ce qui est écrit là, ça c'est le produit scalaire dans l'espace de probabilité, et que je mets ce facteur pi sur 2 et que je prends le sinus, je trouve le produit scalaire des vecteurs. Donc en d'autres termes, l'espérance du signe de l'une contre le signe de l'autre, c'est un certain arc sinus normalisé par pi sur 2 de la covariance. Hein. Donc c'est un exercice. Hein. Si vous voulez, vous rentrez chez vous, vous allez y arriver. Mais bon, c'est joli tout de même. Alors maintenant, la preuve de Krivine qui a fait l'amélioration sur la constante consiste à partir de la même formule qu'utilisait Grothendieck, mais on va utiliser le fait que la norme H est une norme d'algèbre de Banach. Et alors pour faire ça, c'est Sioux, l'astuce est qu'on choisit un nombre A qui est tel que le sinus hyperbolique de A est égal à 1, vous allez voir pourquoi, et ça, c'est élémentaire de vérifier que ça se résout en A égale log de 1 plus racine de 2, et ça va nous donner une constante de Grothendieck majorée par cette expression-là. Alors maintenant, je fais la preuve. Donc, on écrit la matrice T, on la représente donc en xi, yj, et donc elle est contrôlée en norme H, et on veut la contrôler en norme projective. OK ? En norme projective, la norme projective étant, ici, il faut se souvenir qu'on est sur L infini, tenseur L infini. Donc là, c'est pour le théorème, bon, c'était écrit avant, hein, donc ici, ce que je démontre, c'est... Je démontre, c'est le théorème sous la forme T pour T dans L infini n, tenseur L infini n. Je démontre que la norme projective est inférieure ou égale à la constante K que l'on a écrite, la norme de T H. OK, donc on est dans la boule ouverte en norme H, donc on peut l'écrire sous la forme xi scalaire yj. Alors c'est dans un Hilbert, mais il s'agit d'une matrice, bien sûr. Le Hilbert, on peut se placer sur le sous-espace engendré par les xi, les yj, donc facile de voir qu'on peut se restreindre à un Hilbert de dimension 2n, mais en fait de dimension n en réfléchissant un tout petit peu, une seconde de plus. Ça n'a pas d'importance de toute façon, donc en tout cas c'est un espace de dimension finie, donc je peux appliquer cette construction gaussienne, et alors ça va me dire la chose suivante, ça va me dire que maintenant, voyez, qu'est-ce que j'écris alors là? Le sinus de A TIJ maintenant, j'applique la formule. Alors, voyons. Qu'est-ce que c'est que 5? 5, c'est ça. OK. On a choisi notre A. Quelque chose peut-être qui cloche avec le A, voyons. Ah oui, non, c'est ça, oui, j'oublie la ligne du dessus. D'accord. Donc voilà.
j'oublie l'essentiel. Donc la norme H, voilà, la norme H, c'est une norme d'algèbre de Banach. Donc je vais appliquer une majoration évidente. Je vais bien sûr me souvenir que le sinus, ça a une série entière, okay, et quand j'applique à la série entière du sinus l'inégalité triangulaire, je trouve la série entière du sinus hyperbolique. Donc c'est ça qui est utilisé ici. Donc puisque je suis en algèbre de Banach, puisque j'ai la propriété des algèbres de Banach, c'est complètement élémentaire, mais j'ai le droit d'écrire cette inégalité-là, pas seulement avec la norme, mais avec pas seulement avec le module, mais avec la norme de mon algèbre de Banach. Voilà. Donc c'est ça la clé. Alors après, on continue. Donc comme on a utilisé ce coefficient A pour tomber sur une norme égale à 1, ça nous dit que le sinus de ATIJ, il est dans la boule unité de H, donc il s'écrit comme ceci avec des x', y' qui sont dans la boule unité euclidienne, et maintenant je leur applique l'inégalité gaussienne. Donc je sais que cette chose-là, c'est le sinus de pi sur 2 fois l'intégrale ici, avec les signes des gaussiennes associés à ces x', y', dont j'ai un peu perdu la trace. Vous voyez, ils sont liés au truc de départ, mais d'une façon qui n'est pas si explicite. Mais en tout cas, c'est des variables aléatoires de module 1, donc il n'y a pas de problème, c'est admissible. De sinus égale sinus, j'en déduis en réfléchissant sur les... Bon, bien sûr, il n'y a pas de problème de périodicité, ça marche bien. Et le ATIJ va être égal donc à ceci, et c'est fini, ça me donne TIJ égale pi sur 2A, ok, fois cette moyenne, donc ça me donne que cette norme projective est majorée par pi sur 2, donc c'est bien ce qu'on veut. La norme projective est majorée par pi sur 2a, c'est la constante de Krivine. Voilà, donc je vais passer sur une formulation équivalente. Alors voilà, ici, ça c'est important pour le passage au C étoile algèbre. C'est une forme équivalente du théorème de Grothendieck, mais je peux facilement vous convaincre que c'est la même chose si vous pensez que, si vous admettez que ce théorème-là, en tout cas, il suffit de considérer des ensembles finis, et ça va marcher pareil. Donc avec des ensembles finis, ça devient une forme bilinéaire sur L infini n croix L infini n. Hein. Ah, mais j'ai oublié la norme, tiens. Forme bornée, je croyais l'avoir mise, donc j'ai dû la mettre ailleurs dans le truc. Donc ici, il doit y avoir la norme de phi, ou bien vous la prenez dans la boule unité. Alors, si vous placez sur L infini n croix L infini n, hein, une forme bilinéaire dans la boule unité, forme bilinéaire bornée sur L infini croix L infini, ça va correspondre à l'objet, c'est le même objet, c'est un tenseur de L1 tenseur L1, puisque vous êtes dans le dual de L infini tenseur L infini, et c'est la norme usuelle, donc c'est la norme injective. Et si vous écrivez que ça domine la norme H', eh bien vous allez voir apparaître ce théorème-là comme conséquence de l'une des identités que je vous avais fait remarquer à partir de remplacement de probabilité discrète en probabilité générale, etc. Donc c'est le même théorème dans une version continue. Bon, je passe là-dessus. Ça, c'est juste la même chose, mais dit sous forme d'une inégalité. Donc, c'est aussi quelque chose qui a déjà été dit dans un cadre discret et qui est juste réécrit dans ce cadre-là. C'est important pour les C étoiles algèbres. Donc, je parle plus de « il existe des probabilités », mais j'écris une inégalité pour tout de suite xi, yj. Et en fait, c'est la même chose parce que là, c'est simplement le fait que la norme H est dualité avec la norme H', etc. C'est le passage de l'une à l'autre est quelque chose de simple. Alors, c'est important pour les dernières 10 minutes de l'exposé sur le rapport avec l'informatique. Donc, l'inégalité de Grothendieck, Linenstrauss et Pelchinski, eux, ils ont mis en avant ceci, mais c'est la même chose qu'avec tout ce que je vous ai dit, c'est la même chose que l'explicitation de cette inégalité-là sur L1 tenseur L1. Et alors ça,
ça vous redit, si vous voulez, on tourne les choses là dans tous les sens, hein, ça vous redit la même chose, mais ça a un sens, l'intérêt est que vous pouvez le voir comme, si vous voulez calculer, c'est un peu remarqué, ça va paraître étrange de dire ça comme ça, mais peut-être que j'accélérerai comme ça vers la fin, mais vous voyez que donc le problème du calcul de la norme de cette matrice, du sup de ce qui est à gauche, si je veux calculer le sup de ce qui est à gauche sur tous les xi et yj dans la boule unité donc, de module inférieur ou égal à 1, il se trouve qu'en informatique, ce problème-là est connu comme dur, au sens qu'on ne sait pas le faire en temps polynomial, et même que si on savait le faire en temps polynomial, alors P serait égal à NP et on serait dans le meilleur des mondes. Donc, ils ont repéré ce problème-là comme problème de ce genre. Et ce théorème vous dit que si vous acceptez de perdre sur ce facteur k, donc vous allez maintenant non pas calculer ce sup-là, mais modulo ce facteur k multiplicatif, alors il revient au même de calculer le sup maintenant sur tous les vecteurs dans l'espace de Hilbert qui sont dans la boule unité. Et le truc absolument sidérant, quand on n'a jamais vu ça avant, moi j'avoue que ça m'a sidéré, c'est que ça c'est possible à temps polynomial. Et donc la constante de Grothendieck, tout d'un coup, s'interprète comme le rapport entre le calcul, enfin le rapport au sens vraiment la meilleure constante qui compare deux expressions, l'une qu'on peut calculer et l'autre qu'on ne peut pas calculer. Comme disent les informaticiens, on peut calculer, ça veut dire en temps polynomial, on ne peut pas calculer, ça veut dire vite ou pas vite. Alors bon, sur la constante, les choses, donc l'encadrement est comme ceci. La constante de Krivine, c'est 1,78 environ. On a une borne inférieure en 1,66. Il y a eu plusieurs papiers qui font des comparaisons. La constante complexe, pour des raisons bizarres, la démonstration de Krivine conduit à des intégrales elliptiques assez compliquées. Donc en fait, on n'est pas sûr qu'on sait même optimiser la preuve de Krivine. C'est un peu curieux dans le cas complexe. Mais il y a une borne plus petite, donc en 1,4. Constante complexe, et vous voyez très près, c'est un dixième. Et la nouvelle, en fait, la chose qui est vraiment étonnante et nouvelle, c'est qu'en 1979, Krivine démontre cette borne et conjecture que c'est la meilleure et donne des conférences où vraiment il explique pourquoi en dégageant un opérateur qui doit être l'opérateur critique et qui doit montrer que c'est la bonne constante. Et ceci s'est resté dans l'état pendant une trentaine d'années. Et assez récemment, il y a 3-4 ans, Nahor Braverman et les deux frères jumeaux Makarichev ont démontré que non, que en fait la proposition de Krivine ne peut pas marcher. C'est assez curieux, ils ont démontré que sa constante n'est pas la bonne parce que cet opérateur qu'ils voyaient comme critique, ben non, il ne marche pas, mais néanmoins ils n'ont pas de nouvelle borne. Donc, on pourrait dire que c'est un résultat négatif. C'est vraiment assez curieux. Enfin, ils disent, bon, bien sûr, on pourrait en avoir une, mais elle serait sans, vous voyez, serait sans signification. Je suppose qu'ils ont un 100 millième, mais ils n'ont même pas pris la peine de le vérifier. C'est assez curieux pour des gens qui en principe, font du calcul. Mais bon, donc ça veut dire que ce n'est pas tellement clarifié tout de même. Alors ils ont une conjecture, donc Nahor a une conjecture où il pense qu'il a un nouvel objet qui serait l'objet critique, enfin l'opérateur, parce que ce n'est pas une matrice, ça va être un opérateur, un noyau qui va correspondre à la meilleure constante, ou la pire, mais c'est conjectural. Bon, voilà, ça c'est une autre formulation. On peut regarder ça comme un théorème de Grothendieck, comme disant qu'il y a un champ sur l'espace de Hilbert à valeur à l'infini qui réalise comme ça le produit scalaire. Alors, les questions de Grothendieck, ça je voulais passer du temps, mais bon, on va essayer d'aller assez vite là aussi. Donc le résumé, bien sûr, l'influence du résumé. Alors une fois que les gens des espaces de Banach s'y sont intéressés, ils s'y sont intéressés beaucoup. Donc là, il n'y a pas de doute. Et en particulier, les 6 questions de Grothendieck qui sont à la fin du résumé, alors dans le style de Grothendieck, de façon très posée, numéro 1, numéro 2, numéro 3, ces 6 questions sont là et il explique les questions.
La plus importante, c'était la propriété d'approximation. Vous en avez sûrement entendu parler. En tout cas, dans ma génération, c'était un problème très très connu parce qu'en plus, il y avait une version dans le livre de Banach qui correspondait à ça. Si on a un opérateur compact sur un Banach, est-ce qu'on peut l'approcher par des opérateurs de rang fini? Donc, vous voyez, c'était vraiment une question très ancienne. Grothendieck avait une version de ce genre de problème avec la propriété d'approximation, à laquelle il était arrivé par des arguments de produits tensoriels et par des arguments de morphisme de produits tensoriels, puisque, vous voyez, la propriété d'approximation, c'est la chose suivante. X a la propriété d'approximation si et seulement si, enfin c'est la définition en fait, si pour tout Y, le morphisme évident de norme 1 du produit projectif dans le produit injectif est injectif, c'est-à-dire n'a pas de noyau. Parce que ces objets, avant complétion, vous complétez le même produit tensoriel algébrique, donc avant complétion, il n'y a pas de problème. Et c'est un des trucs bizarres qu'a remarqué Grothendieck. Après complétion, tout d'un coup, peut très bien apparaître un noyau. Simplement, dans tous les espaces usuels de fonctions qu'on utilisait jusqu'à N-flow, en fait, ça marchait. La situation était régulière et on avait cette propriété d'approximation. Donc ça a été difficile de faire un contre-exemple. Ça a été un exemple retentissant donc d'N-flow 1972. Premier espace de Banach sans la propriété d'approximation. Bien entendu, les Hilbert l'ont, puisque les propriétés d'approximation dit aussi que l'identité est approchable par des opérateurs de rang fini, uniformément sur tout compact, si vous voulez. Donc bien sûr, sur un Hilbert, vous avez une base orthonormale, vous avez toute l'approximation voulue. Alors après, ça a été prolongé par les travaux de Shankowski, qui a montré qu'il y avait presque tous les espaces avaient des sous-espaces sans la propriété d'approximation. Et surtout, ça c'est très difficile, que l'espace des opérateurs bornés sur un Hilbert n'a pas la propriété d'approximation. Ça, je vais me délecter, je ne vais pas résister et vous m'étendre un tout petit peu plus là-dessus, vous allez voir pourquoi. Alors, question 6, la question 6 c'était sur la nucléarité. Donc ça c'était nucléarité, donc un espace localement convexe, il avait déjà la définition dans le cadre localement convexe. L'espace est nucléaire si pour tout Y, le produit projectif est égal au produit injectif. Évidemment, il était arrivé à cette définition tout de suite, puisque ça, c'est le cas où il n'y a qu'un seul produit tensoriel. C'est évidemment joli, il y a plus, tout est simple, il n'y a qu'un seul produit tensoriel. Donc dans le cas nucléaire, les espaces de distribution et l'espace de distribution, on trouve des espaces nucléaires, dans le cas localement convexe, je veux dire. Et dans le cas d'espace de Banach, il n'y avait aucun exemple, donc il a posé la question, est-ce que, en fait, il n'y a que les espaces de dimension finie parmi les espaces de Banach qui ont cette propriété. Et donc voilà, c'est une grande satisfaction de mes jeunes années. J'ai fait un contre-exemple à ça, c'est-à-dire il y a des espaces où il y a effectivement un seul produit tensoriel, mais qui peuvent très bien être de dimension infinie. Et bon, il y a une espèce de théorie qui dit comment les trouver. On peut en trouver en élargissant n'importe quel espace d'une certaine classe raisonnable. Et on a aussi d'ailleurs que si on prend le dual, alors le morphisme du projectif dans l'injectif, si on prend Y, le dual de X, on trouve un morphisme surjectif, et qui n'est pas injectif, parce que injectif, ce serait la propriété d'approximation. Donc là, on trouve un morphisme surjectif, mais pas injectif. Bon. Enfin bref, c'est lié à cette propriété. Alors il y a plusieurs autres questions, question 2, question 3, question 5, bon, qui ont toutes été résolues. La seule question qui n'est pas résolue, c'est la meilleure constante. Il l'a posée explicitement, il y a cette constante finalement. Quelles sont, bon, lui, il posait la question pour plusieurs constantes, mais il y a une constante pour laquelle on ne sait toujours pas, mais je ne vais pas m'étendre, donc je passe. Et puis, la question numéro 4, donc je crois que j'ai listé toutes les 6. Question numéro 4, c'était tout simplement, est-ce qu'il existe une version non commutative du théorème fondamental? Et là, je crois que je l'ai réussi à apprendre à scanner sur mon Mac, donc j'ai pu vous le mettre, ce qu'il écrit, parce que j'ai une petite histoire là-dessus qui est particulièrement savoureuse.
Vous voyez, il souligne ici bon, 2 dimensions finies. Alors bon, vous n'avez pas besoin de lire, le truc c'est qu'il dit est-ce que le théorème fondamental est vrai pour des C étoiles algèbres non commutatives? Est-ce qu'on a une version non commutative? Et tout de suite après, il écrit bien sûr, il suffit de le démontrer pour B de H, lui il appelle ça L de H, B de H, avec un Hilbert de dimension finie, parce qu'il pense qu'avec des approximations, comme dans toutes les autres choses, on va s'y ramener. Et moi, jeune étudiant en 1976, j'aime beaucoup ce problème, je résous ce problème, justement, comme il dit, avec des espaces L de H et avec H de dimension finie, ou avec une restriction d'approximation. Mais, aïe aïe aïe, impossible de voir pourquoi c'est vrai ce qu'il dit. Il dit qu'il suffirait de le prouver pour des espaces de dimension finie. Donc je vais voir mon patron, qui se trouve avoir par chance être aussi le sien, et je lui dis aïe aïe aïe, écoute, j'ai ce problème, j'arrive pas à démontrer. Il dit que ça marche, donc normalement j'ai démontré sa conjecture, mais j'arrive pas à voir pourquoi il dit que ça suffit. Il me dit oh Schwartz, pas de problème, écris-lui. Donc je lui ai écrit, et c'est merveilleux parce que donc j'ai une lettre de lui. J'ai eu du mal à scanner d'une façon lisible, mais enfin évidemment j'ai gardé ça précieusement. Donc il me dit des mots polis, gentils, en me disant en gros, j'abrège, hein, qu'il n'a reçu, qu'il n'a gardé aucune note, donc il est absolument incapable de dire que ça... Il n'est plus très sûr que sa noble assertion de la page 73, puisque je lui avais envoyé la photocopie, bien sûr, de la page, soit prouvée ou soit vraie. Et juste pour vous amuser, je vous dis, donc il dit à la fin qu'il me souhaite beaucoup d'amusement pour finir de tirer au clair ces questions. Oui, mais il dit tout de même une phrase, ce serait bien rigolo que B de H n'ait pas la propriété d'approximation. Là, il écrit en 1976, et donc 4 ans plus tard, Jankowski démontre effectivement B de H n'a pas la propriété. Donc il a quand même saisi un petit peu de quoi il s'agissait, même s'il dit que non, non. Voilà, alors donc le théorème, je vous rappelais là quel est le théorème classique, ensuite le théorème non commutatif, donc il faut juste passer de l'un à l'autre. Vous voyez, ça c'est le théorème commutatif dans la version inégalité, c'est le théorème de Grothendieck dans la version inégalité. Si vous mettez L infini n tenseur L infini n, vous trouvez l'une des choses qu'on a déjà vues 10 fois. Et maintenant, il faut regarder une forme bilinéaire bornée sur 2 C étoiles algèbres générales, et l'inégalité qui sort, c'est celle-ci. Donc là, il se passe que, bon, bah, bien sûr, donc je publie mon théorème avec une restriction, donc ça marche pour toutes les C étoiles algèbres qui ont la propriété d'approximation, en réalité. Et quelques années après, Hagerup a montré que c'était vrai pour toutes les C étoiles algèbres. Et aussi, il a une meilleure constante. Moi, j'avais un facteur, je crois que racine de 6 ou quelque chose comme ça, devant la borne ici, qui disparaît et, dans le travail de Hagerup. Et maintenant, grâce à Hagerup, on a en fait une égalité, c'est assez bizarre, optimale. C'est-à-dire que dans le cas Grothendieck non commutatif, on a la meilleure constante qui est 2. Parce qu'il y a beaucoup plus de C étoiles algèbres non commutatives, il y a beaucoup plus de formes bilinéaires dessus, et donc la meilleure constante, maintenant, c'est quelque chose de plus grand. Et il se trouve qu'on a là, on sait identifier une forme bilinéaire qui a à voir avec les relations d'anticommutation, etc., qui donne l'inégalité la pire possible. Donc cette inégalité a eu beaucoup d'importance dans la théorie des C étoiles algèbres, en liaison avec la moyennabilité des C étoiles algèbres, etc. Alors là, il faut vraiment que je saute. Donc voilà, il y a une notion de nucléarité pour les C étoiles algèbres. Ils ont appelé ça nucléaire. Alors c'est un peu embarrassant parce qu'ils ont pris le mot de Grothendieck et puis après ils ont ignoré le fait que ça voulait dire autre chose chez Grothendieck. Et donc les C étoiles algèbres sont nucléaires si elles ont un seul produit tensoriel de C étoiles algèbres. Et les choses, ce qui est amusant, c'est que les choses dans le cas de C étoiles algèbres sont parallèles au cas espace de Banach. Il y a une plus petite norme de C étoiles algèbres sur le produit tensoriel de C étoiles algèbres qu'on appelle min, et une plus grande qu'on appelle max. Et donc, voilà, vous avez quelques références, et il y a donc une théorie de la nucléarité des C étoiles algèbres. Et je veux simplement dire que, en fait, c'est très important, c'est un sujet très important dans la théorie des C étoiles algèbres. Il y a en particulier le plus grand problème de la théorie des algèbres d'opérateurs des C étoiles algèbres actuelles, qui s'exprime sous la forme de la coïncidence de ces 2 produits tensoriels, donc
juste une seconde, parce que je sais que là, mon limite de temps commence à être dramatique. On considère la C étoile algèbre du groupe libre à 2 ou à une infinité de générateurs, ça n'a pas d'importance. C'est ce qu'on appelle la C étoile algèbre maximale, l'étoile algèbre pleine ou maximale. Et la question est, si on regarde cette C étoile algèbre tenseur elle-même, vous pouvez ignorer le hop, ça n'a pas d'importance. Donc cette C étoile algèbre tenseur elle-même, est-ce qu'il est vrai qu'il y a une seule norme de C étoile algèbre dessus? Donc est-ce que ça ne veut pas dire que c'est nucléaire, mais c'est nucléaire relativement à elle-même. Dans une image miroir d'elle-même, est-ce que ça marche? Voilà. Alors, c'est équivalent à un problème de cône qui est extrêmement important sur les algèbres de von Neumann. Donc ceci pour dire que c'est une ramification, on peut le relier aux travaux de Grothendieck. Bon, alors après là, vraiment, il faut que je saute. Donc il y a une théorie des espaces d'opérateurs où les choses sont vraiment parallèles à la théorie de Grothendieck. On a des C étoiles algèbres universelles et fondamentales qui sont B de H et C étoile F infini qui remplacent L infini et L1. Et donc, si vous voulez, toutes les acrobaties de normes qu'on a fait jusqu'à présent, elles ont un analogue et en général un analogue intéressant dans le cadre C étoile algèbre. Mais là, vraiment, alors là, il faut que j'y aille très vite. Je voulais donc parler un petit peu de le rapport entre Grothendieck et Einstein, évidemment joli. Alors donc ça, c'est vraiment assez rigolo. Donc ça, c'est quelque chose qui a été révélé par les travaux de Tsirelson. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas son nom tout de suite ici. Mais ça remonte à c'est un papier fameux de Einstein, Podolsky, Rosen, qui est toujours appelé EPR, où on parle du paradoxe EPR, etc., ou de l'article EPR, ou de l'expérience de pensée EPR. Bon, c'était un article qui était censé être, qui a été pris comme une attaque contre la mécanique quantique. Qui était donc toujours ces idées où Einstein dit mais Dieu ne joue pas au dé, etc. Et donc l'idée qui était suggérée dans le papier, les physiciens, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, ont déjà corrigé en disant que ce n'était pas exactement l'idée des variables cachées, ce n'est pas exactement dans ce papier Einstein, Podolsky, Rosen, dans ce papier EPR, mais tout de suite après, les gens ont dit c'est ça que ça veut dire. Donc en fait, les variables cachées, ça a été associé au papier. Et l'idée, c'était qu'en gros, bon, en très très gros, il disait bon, mais voilà, il y a toutes ces bizarreries de la mécanique quantique, mais en fait, c'est parce que on ne sait pas analyser la nature, il y a des paramètres cachés en dessous, et si on connaissait ces paramètres et si on faisait la statistique de ces paramètres, alors on verrait l'explication des bizarreries des expériences de la mécanique quantique. Et donc, il proposait aussi une certaine expérience de pensée avec des particules, et il suggérait une chose relativement précise là-dessus. Alors, en 1964, un physicien qui s'appelle John Bell, a proposé, c'est un physicien mathématique, en fait, il faisait des maths, et il a vraiment vu... il a eu une idée qui a un grand retentissement. Il a vu qu'en fait, on pouvait on pouvait prendre cette idée de Einstein, Podolsky, Rosen et en fait la tester. C'est-à-dire qu'il a remarqué que si on suivait leur raisonnement, on arrivait à un certain type d'inégalité où on pouvait faire disparaître les variables cachées, ces choses qu'on ne connaît pas, et à ce moment-là, un certain type d'inégalité devait être vrai. Et ces inégalités correspondaient à des choses que l'on pouvait mesurer par l'expérience parce que c'était des inégalités entre des covariances de phénomènes. Et les covariances de phénomènes, on répète l'expérience, on fait des études statistiques et on sait trouver expérimentalement la covariance relatant tel ou tel phénomène. Et donc, ça a eu un grand retentissement. Il y a en particulier un article, enfin quelque chose qui est la référence, qui est CHSH, la référence pour les gens de théorie de l'information quantique, c'est pour Closer, Holt, Shimony et Holt. Ils ont proposé une inégalité simple et aussi une expérience qui implique des paires de photons dans des cascades
atomique avec radiation. Enfin, je ne sais pas très bien, hein, là, vraiment, je répète des choses que j'ai lues. Et la chose extraordinaire est qu'on a pu vérifier par l'expérience que vraiment, si on croit le point de vue, si on prend le point de vue de Bell, vraiment, la mécanique quantique, en fait, est justifiée et l'inégalité est violée. Alors, ce qui est bon, il y a quelques références ici. Je vous recommande un livre récent de Guillaume Aubrin et Staszek Szarek là-dessus, qui s'appelle Alice et Bob rencontrent Banach, qui explique cette relation. Bon, et il y a un livre d'optique quantique, d'Aspect et autres. Et la personne qui a fait le plus, enfin qui est vraiment au centre expérimental, de la vérification expérimentale de ces choses-là, c'est Alain Aspect qui a fait des travaux extraordinaires, qui a reçu plein de prix d'ailleurs là-dessus. Alors c'est Tserelson qui a fait la relation avec le théorème de Grothendieck. Tserelson, vers 1980, en fait, a regardé ces inégalités de Bell, l'inégalité CS-HS, c'est plusieurs autres inégalités que d'autres physiciens écrivaient, et s'est rendu compte qu'en fait, l'inégalité la plus générale de ce type, c'est l'inégalité de Grothendieck. Sauf que ce serait l'inégalité de Grothendieck avec une constante 1. Et comme la constante de Grothendieck est plus grande que 1, ça veut dire que ces inégalités-là, effectivement, produisent le même phénomène que celui que voulait Bell. Et là, je crois que il va falloir que j'avance sur le calcul, mais en réalité, bon, en même temps, voilà, les inégalités. Ah oui. Bon, je vais essayer de avancer. Donc ça, c'était pour vous donner une idée des descriptions qu'on trouve dans les livres de l'expérience qui permet de vérifier la déviation. Et voilà, c'est celle que j'ai trouvée dans, je crois, le livre de Pérez. Donc il y a Alice et Bob on envoie des photons. Difficile de ce stade de dire les choses, mais on a, vous voyez, le schéma explique, bon, c'est un schéma, hein, donc on a Alice et Bob qui sont de chaque côté et qui font des mesures sur des photons qui arrivent sur leur détecteur. Et ce qui est exprimé ici, c'est que les détecteurs peuvent être orientés de différentes façons. Donc, alors, ils sont très très loin, donc c'est des choses importantes pour l'expérience. Ils sont très loin, donc on peut considérer effectivement que les événements qui se passent sont indépendants. Et puis, suivant la position du détecteur, ils vont avoir un détecteur en position I, ils vont avoir un résultat de la mesure du spin de la particule qui arrive, qui va être donc qui vont labelliser par I. De l'autre côté, elle va labelliser aussi l'arrivée par J. Et donc, bien sûr, comme on répète l'expérience, on a un résultat statistique et on a des covariances. Bien sûr, on peut mesurer la covariance entre I et J. Et donc, souvenez-vous que covariance, c'est lié, bien sûr, à produit scalaire d'une variable indexée par I et d'une variable indexée par J. Bon, je suis obligé d'aller très vite. Mais donc, si on a des variables cachées, et qu'on a quelque chose qui correspond à des spins qui sont modélisés par, là je simplifie, plus 1 et moins 1, il y a des physiciens qui ne sont pas contents quand je dis ça, parce qu'il faudrait que ça soit plus 1,5, moins 1,5, mais ça ne change rien à ce que j'explique ici. Et donc la covariance, si on suit le point de vue de EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, la covariance devient une intégrale sur des lambda qui est des variables cachées. Mais de toute façon, ce que l'on mesure, c'est un spin à IBJ qui est égal à plus ou moins 1. Voyez ? Donc maintenant, on va regarder une certaine matrice A, et puis on va regarder la combinaison de ces covariances. Alors maintenant, comme si je regarde, c'est évident que même si je ne sais rien sur la distribution de ces variables cachées, même si je ne sais rien sur les variables cachées, cette chose-là va être majorée par le sup sur toutes les
distribution ρ possible, ben, ça va être cette chose-là, c'est la norme injective de la matrice AIJ au sens L infini, non, L1 tenseur L1. Ici, c'est L1 tenseur L1, oui. C'est ça, c'est la norme L1 tenseur L1 injectif. Donc là, ça devrait être écrit, ça n'est pas. Mais en mécanique quantique, la mécanique quantique, elle, dit que non, c'est pas comme ça que ça marche. La distribution, elle est donnée par un opérateur, une distribution non commutative de probabilité, donc un opérateur positif à trace de trace 1. Et néanmoins, la modélisation de l'événement, c'est quand même des AI et des BJ qui vont être des opérateurs. Donc si j'ai pris le cas très simple, plus ou moins 1, ça va être des opérateurs hermitiens unitaires self-adjoints, qui sont à spectre dans plus ou moins. Okay, et ces opérateurs, ils vont commuter parce que on fait des opérations qui sont éloignées, indépendantes, etc. Donc c'est des opérateurs comme ça. Et maintenant, on fait la même opération. On prend cette combinaison avec la même matrice AIJ et on cherche quel est le sup possible. Okay, alors le sup possible, eh bien, donc ça c'est le sup maintenant dit par la théorie, prédit par la théorie, par la mécanique quantique, hein, le max possible, où j'élimine à nouveau ρ, je ne sais rien sur ce ρ, j'élimine ρ, mais alors je peux dire qu'en tout cas, ça va être le sup de cette expression-là. Bon, et ça, il se trouve, c'est ça qu'a remarqué Tserelson, quand on a une matrice réelle et qu'on se place, alors là, vous pouvez oublier cette chose-là, mais c'est la même chose que la norme H', donc c'est la norme H' majorée par la constante de Grothendieck fois la norme V. Okay, donc il se passe qu'une façon d'écrire donc l'inégalité de Grothendieck, c'est quand je maxe sur toutes les ρ la théorie des variables cachées, eh bien c'est plus grand à la constante de Grothendieck près que le max de la mécanique quantique. Mais la constante de Grothendieck n'est pas égale à 1, donc il y a une déviation, c'est les termes qu'ils utilisent. Bon, et voilà, c'est ce qui correspond à cette théorie. Pour les mathématiciens, c'est un peu choquant parce qu'ils parlent de l'inégalité de Bell, et puis elle est démontrée, mais elle est violée, etc. Donc la terminologie est un petit peu troublante, mais c'est ce que ça veut dire, je crois, formellement, c'est ce que je viens de dire. Voilà, donc on a pu mesurer, les travaux d'Aspect ont mesuré le résultat, et ont vérifié apparemment avec très très bonne fidélité la théorie quantique. Alors, bon, je prends 2 minutes, j'exagère, mais bon, donc 2 minutes, ça va. Donc juste là un mot, donc un très joli travail de Junge avec Junge qui est un collaborateur avec moi en plusieurs papiers et qui a là travaillé avec des physiciens théoriques qui se sont posé le problème de savoir si la théorie de Bell à 3 observateurs c'était la même chose, c'est-à-dire qu'on avait une inégalité de Grothendieck. Bon, et alors là, en fait, il a montré que non, c'est assez joli, il n'y a pas de borne universelle maintenant si on a 3 observateurs quand on regarde l'analogue de ces inégalités-là. Maintenant, la constante va dépendre de n, il y a des estimations là-dessus. Là, c'est Alice, Bob et Charlie, maintenant. Voilà. Et alors, en théorie de l'informatique, donc le rapport, c'est principalement... oui, disons deux choses. C'est d'une part, en théorie des graphes, alors il y a cette jolie définition de Alon et Nahor, qui est la constante de Grothendieck d'un graphe. Et vous voyez que maintenant, au lieu de regarder le sup sur les paires xi, yj quelconques, maintenant on impose qu'on indexe i et j et qu'ils sont reliés par une arête d'un graphe. Donc on regarde des sommes uniquement restreintes au graphe, compatibles avec le graphe, et on regarde la même inégalité que l'inégalité de Grothendieck, où on prend le sup sur boule unité du Hilbert à gauche et scalaire à droite. Donc ça leur a permis d'avoir un invariant intéressant sur les graphes. Le cas de graphe bipartite correspond à la constante de Grothendieck, et ils ont aussi réussi à montrer que
il y avait ce problème de symétrie. Donc si on prend le graphe complet à... doit être après, si on prend le graphe complet à n sommets et qu'on prend... Alors ça, on n'est plus maintenant dans le cas bipartite, on prend le graphe complet à n sommets, alors la constante de Grothendieck est en logarithme de n et croît comme logarithme de n. Et c'est la meilleure, enfin c'est la croissance est déterminée et est optimale. Le cas donc là, hein, pour résumer, en résumé brutal, graphe bipartite, ça reste le cas de Grothendieck, et non bipartite, alors ça devient une constante finalement intéressante pour les graphes. Voilà, ça c'est la borne logarithmique du nombre de sommets du graphe, pour les graphes finis. Voilà, alors maintenant la question que je vous ai déjà dit, donc je vais réussir à, je pense, à conclure tout de suite. Donc voilà, puisque j'ai déjà annoncé les choses, on a ce problème cut norm, je vous ai dit, qui correspond à calculer Q', et bon, je fais comme font les gens de computer science, d'informatique, c'est-à-dire je dis, bon, on ne sait pas le calculer, c'est dur de le calculer, ça veut dire à temps polynomial, et je ne dis pas polynomial en quoi, mais il y a des conventions là-dessus, eux savent de quoi ils parlent. Hein. Donc cette quantité-là est dure à calculer, mais l'autre, la même chose, Q seconde avec le sup et les vecteurs maintenant dans la boule unité euclidienne, ça c'est calculable en temps polynomial parce que ça appartient à une classe de problèmes qui relève de ce qu'on appelle semi-definite programming. Et donc il y a des algorithmes dans cette théorie du semi-definite programming. La référence classique, c'est Goemans et Williamson. Et il y a un livre aussi récemment, enfin bref. Goemans et Williamson, ça doit être un survey, c'est plus ancien que ça. Donc ce semi-definite programming permet de calculer en temps polynomial de toutes les données Q secondes, alors qu'on sait que c'est dur, quasiment impossible, de calculer Q'. Parce que si on savait calculer Q', il n'y aurait plus, hein, comme je vous ai dit, plus de problème P égale NP, ce serait démontré. Alors la chose va plus loin, vous voyez, parce que maintenant, ok, bon, je passe là-dessus. Voilà les travaux, les choses qui sont le plus spectaculaires, ça va être mon dernier transparent, rassurez-vous. Donc ça c'est dû à Raghavendra et Steurer. Alors ils ont dit la chose suivante. Donc maintenant je regarde Q'. Alors Q' c'est ce sup sur les choix de signes. Ça correspond à l'un des deux côtés de l'inégalité de Grothendieck, celui qui est difficile à calculer. Et maintenant on se demande si il y a une constante K telle qu'on puisse trouver une expression Q qui soit calculable en temps polynomial et inférieure ou égale à KQ'. Le théorème de Grothendieck nous dit, oui, on a ça avec la constante de Grothendieck. Et eux se sont posé la question de la réciproque. Et alors, ils démontrent que la réciproque est vraie modulo une restriction qui est ce qu'ils appellent UGC. UGC, c'est la Unique Games Conjecture, qui est en fait reliée à P égale NP, et qui veut plus ou moins dire que P est égal à NP, mais enfin, ils croient, en tout cas, je crois qu'ils y croient. C'est raisonnable, je veux dire, de démontrer quelque chose sous réserve de cette conjecture. Je suis vague parce qu'en plus, je ne comprends pas très bien, honnêtement, ces choses-là. Mais la chose qui est extraordinaire, c'est que donc, sous réserve de cette condition UGC qui est due à Cott, et Cott est très respecté pour ça, il a eu le dernier prix Nevanlina au dernier congrès de l'ICM. C'est lui qui a inventé cette notion. Modulo cette condition, alors on a la réciproque, c'est-à-dire que si on a une constante qui marche, eh bien automatiquement elle est obligée d'être plus grande que la constante de Grothendieck. Donc le résultat de Grothendieck apparaît, si on admet cette UGC, comme la coupure exactement entre quelque chose de calculable et quelque chose de non calculable, équivalent au fameux Q', qui est l'un des termes de l'inégalité de Grothendieck. Merci beaucoup, et je suis confus.